poser, ce sont des rapports interrogatifs. Vous ne pouvez pas vous poser une question, voir la commission répond, et vous discutez avec la commission, puis une deuxième question. Si vous n'avez qu'une seule question, vous ne posez qu'une seule question, et après on passe au rapporteur suivant. La commission détermine, enfin ça peut paraître bizarre, nous avons déjà 3 lauréats, c'est-à-dire que nous déterminons à la fin de chaque commission l'intervention la plus satisfaisante, si on peut dire, la plus frappante. Nous avons déjà nommé hier Yves Lenoble à la commission Nostradamus, Luc Biget à la commission sur le temps. Sur la commission Sagesse ce matin, c'était Jackie Alaïse. Donc il y a encore 2 lauréats à nommer, un pour la commission Astronomie, un pour la commission Zodiac. Voilà, donc c'est une façon un petit peu... Donc il y a, à la fin des prestations des rapporteurs et des discussions avec les rapporteurs, on discute pour déterminer quel est celui qui a apporté quelque chose ou qui a sollicité quelque chose de plus intéressant. Il serait souhaitable, en tout cas, à Marie Delclos, que pour qu'on ne soit pas pris par le temps, que dans un premier temps, au bout de 10 minutes, chaque rapporteur à peu près a 10 minutes pour occuper le terrain. C'est-à-dire pour poser ses questions, pour discuter, etc. Et puis après, on verra si... normalement, si... Là, il y a 5 rapporteurs, je ne sais pas combien on avait calculé. 1, 2, 3, 4, 5... 5 rapporteurs, 10 minutes, ça fait déjà 50 minutes. Et puis après, on verra. Donc, la règle du jeu, c'est que chaque rapporteur pose, disons, on n'a qu'à dire 2 questions. Première question, ça circule. Il répond aux arguments qu'on fait. Alors, le genre de questions, c'est quoi? C'est, par exemple, des questions, puisqu'on est les commissions astronomie, la question, je ne sais pas, sur le zodiaque sidéral, ou sur les planètes transsaturniennes, ou sur les astéroïdes, ou je ne sais pas quoi, faut-il les utiliser ou pas? Enfin, une question où on peut se poser, où les avis peuvent être partagés. Disons, voilà, une question qui est capable de partager, qui est capable de créer des clivages d'opinion dans la commission. Alors, donc, si vous voulez, ce qui est ingrat, c'est que nous allons être filmés. Alors, je précise les règles du jeu concernant le filmage. Monsieur Urvois nous filme depuis le début. On aura donc toutes les archives et on va les utiliser. Donc, il faut avoir le micro-cravate. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de comment? Ou celui-là? Oui. Non, mais c'est peut-être mieux, les gens sont peut-être moins habitués au micro. Alors on fait circuler le micro, mais ce n'est pas le micro d'amplification, c'est simplement un micro. Si on n'a pas le micro, ce n'est pas la peine de parler parce qu'on n'est pas enregistré en fait. Donc il faut attendre parfois que le technicien, parce qu'on peut appeler ce technicien, réoriente la caméra dans la direction de la personne qui va prendre la parole. Donc il est possible que dans certains cas, vous puissiez prendre la parole et puis on vous dit non, recommencez. On fait une deuxième prise. Qu'on aborde un point qui pourrait intéresser il y a beaucoup de conditionnalistes à cette table. Il y a des conditionnalistes et des sidéralistes, hein, donc et des stellaristes, enfin bon, je ne sais pas comment. Et les astéroïdistes, ben voilà, il y a les astéroïdistes, les stellaristes, moi je suis stellariste, les conditionnalistes. Voilà. Alors, on va essayer d'engager un débat entre ces gens-là. Et puis, alors, d'un côté, il y a les topologistes et les symbolistes. Les symbolistes, ce sont ceux qui considèrent que le nom des planètes, le nom des corps célestes est important, le nom qu'ils ont reçu est important, et les topologistes, comme M. Couvra ou M. Blanchet, par exemple, qui considèrent que le nom de la planète n'a qu'un intérêt secondaire et que ce qui est important, c'est sa place, c'est sa structure, c'est son temps, et que d'ailleurs c'est une question qu'on peut se poser. Et d'ailleurs, Monsieur Blanchet, est-ce que je me trompe en disant que pour les conditionnalistes, le nom qu'a reçu la planète n'est pas la base même de la réflexion de l'astrologue, mais c'est plutôt sa position dans le système solaire et sa position, ou bien quand même vous pensez que c'est important qu'il y ait un recoupement entre ce qu'on apprend par l'approche situationnelle de la planète dans le système solaire et par l'approche mythologique? Est-ce qu'il y a une convergence entre les deux, entre le mythologique et le topologique? Je pense que c'est pas trop la peine d'avoir fait avec un micro.
D'abord, j'aimerais bien que tu arrêtes de m'accuser d'être situationniste. Merde, c'est mes origines 68 art conditionnaliste. Pardon? Oui, dites-moi, jeune femme. Non, mais le micro ne sert à rien qu'à enregistrer. Le micro est pour la postérité. Bien. Ce préambule et ces réglages techniques étant mis en place, historiquement, Jean-Pierre Nicolas, puisque tu parles de conditionnalisme, dans ses ouvrages, a toujours parlé de mythologie et s'est référé à la mythologie parfois pour éclaircir ou interagir entre une approche systémique, d'ailleurs la mythologie étant une systémique aussi, un dieu se comprend par rapport aux autres, et par sa place dans l'Olympe. Donc il n'y a jamais eu chez les conditionnalistes une rupture entre mythologie, par exemple, et approche systémique du système solaire. Ça, c'est un premier point. Bon, à part ça, j'ai pas grand-chose à me dire sur ta question, d'ailleurs. Et comment il expliquait cette convergence par un concept que nous avons développé pour les maisons, où nous admettions qu'il y a 4 référentiels. Le référentiel sujet, qui concerne l'astropsychologie, grosso modo, le référentiel objet, le référentiel relation, ce qui se passe entre le sujet et l'objet, et un référentiel un peu mystérieux qui s'appelle l'intégration. Pour comprendre l'intégration, je vois pas mieux que la métaphore de la termitière ou de la fourmilière, où chacun fait ce qu'il a à faire, personne n'a le plan, personne, ou Dieu, je ne sais pas, et à l'arrivée, on a comment dirais-je, un ouvrage infiniment complexe qu'une fourmilière ou une termitière. Ça veut dire qu'on admet qu'il y a un niveau de réalité où les choses sont intégrées, et là, on est devant quelque chose qui est de l'ordre de l'émerveillement. On n'explique pas, pas plus que vous, je n'explique pourquoi les astronomes appellent Pluton Pluton. C'est un sujet d'émerveillement, d'étonnement, un peu comme lorsque nous sommes en Bretagne avec mon camarade Jean Billon, avec qui j'ai commencé l'astrologie il y a 33 ans. On est dans le Finistère, on marche sur la terre ferme, sur la terre de la rationalité, puis à un moment on arrive au bout du monde. Le portable normalement ne sonne pas. Et nous sommes à ce moment-là devant l'océan, et Monsieur Albron, il y a un moment, on se tait devant le mystère de la vie. Voilà. Et il y a un moment, quand nous observons le mystère de l'intégration, hein, je peux pas, ce qu'on appelle nous l'intégration, c'est un mot, c'est un vocable, la raison se tait. Le rôle de la raison, c'est de nous amener aussi loin que possible sur la terre ferme. Puis à un moment, la raison perd pied, il y a un moment, c'est l'océan, il y a un moment, nous sommes chez Jean Billon, là-bas, au bout du Finistère. J'étais chez ses parents, qui avaient une ferme qui donnait sur la mer. Il y a un moment qu'on était au bout de la métairie, et que nous arrivions face à l'océan. Nous réussissions, même Jean Billon et moi, qui refaisions le monde, nous réussissions à fermer notre gueule. Donc, moi, je ferme ma gueule quand je constate, j'ai pas à raisonner là-dessus, quand je constate le mystère, pour moi, l'émerveillement de la juste appellation des planètes par les astronomes. Voilà. Mais néanmoins, vous voulez le vérifier quelque part, par un autre moyen, par une autre voie. Nous cultivons l'émerveillement. Nous cultivons l'émerveillement. Parce que, finalement, pour vous émerveiller d'une vérité, il faut que vous constatiez que ce soit une vérité et que vous ayez d'autres moyens de le savoir que la chose en question. Tout à fait, oui. L'émerveillement naît de l'étincelle qui naît, lorsque les deux fils se touchent. Quoi. Lorsque le fil du cerveau droit et le fil du cerveau gauche se touchent, que ça fait un gros court-circuit dans la tête, que la raison perd pied, oui, c'est l'étincelle de l'émerveillement. Je file la métaphore. Pour vous émerveiller sur Pluton, ou sur Neptune, il faut que vous ayez... Non, je m'émerveille pas sur Pluton, attends. Je suis né avec, à l'ascendant, opposé lune, trigone soleil. Je m'émerveille de ce qui, à un moment, court-circuite, pour reprendre la métaphore des deux fils qui se touchent, de ce qui, à un moment, court-circuite, et la raison, et l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit.
Ce qui est intéressant, c'est quand le corps calleux, comme on dit, c'est-à-dire le corps qui est entre les deux hémisphères, fonctionne, et que ça communique, quoi. Et que ça communique. Et je suppose que je vais... Ah ben, t'as pas le droit de parler, toi, normalement. Tu parles assez bien, ça va. Hein, Si, vous pouvez toujours passer le micro. Alors, je voudrais vous demander, pour dialoguer avec M. Koura, partager la même chose. Vous êtes également intéressé par cette rencontre entre plusieurs repères qui vont se confirmer l'un l'autre, en quelque sorte, il y a une chose de lui. Je dirais pas la même chose. Le fond culturel me semble assez équivalent dans le sens où je pense qu'à un moment donné, les mots sont trop pauvres pour exprimer la merveille et que d'exprimer un mystère me semble déjà un viol qui est inacceptable. Voilà. Donc on lâche prise, on fait le vide et c'est peut-être à ce moment-là qu'il se passe quelque chose. Où le mental est mis un petit peu en stand-by, où il cesse un peu de nous casser les pieds. Parce qu'il est à la fois résistance, façon de ne pas parler, hein, donc parlant c'est une façon de ne pas parler, et aussi c'est un outil, mais qui a pris une importance absolument considérable et qui finit par occulter le reste, et c'est l'effet tunnel, quoi. On ne voit plus que à travers le mental. Alors, simplement un détail, je vous le repasse après, j'ai entendu dire par Alexandre de Ruperti, puisque je suis de son école, astrologie humaniste, que lors de la découverte de Pluton, des savants étaient réunis et cherchaient à donner un nom à cette planète qui venait d'être découverte en 1932, je crois. Et 30, bon, d'accord. On a de la Vierge quelque part, peut-être. Et donc, il y avait des savants et il y avait un enfant, un des fils des savants, qui avait sur ses genoux un personnage de... c'était Pluto. Hein, et donc, on a regardé, pourquoi, on ne sait pas. C'était un hasard, une coïncidence significative, un signe du destin. On entendait parler hier de signes infimes qui définissent la naissance, qui sont des signes qui sont au départ pas significatifs. On ne sait pas si ça va avoir un développement, dans quelles conditions ça va se développer, quelle importance ça va prendre. On parlait des étriers hier pour définir un début de cycle, pourquoi pas. Eh bien, ce moment où ces savants étaient réunis et où cet enfant avait Pluton sur les genoux, on a décidé que c'était Pluton qui serait le nom de cette planète, et le lieu où ils étaient réunis était à 2 pas de l'endroit où a eu lieu la première expérimentation, justement, de la bombe atomique. Donc il y a un faisceau de coïncidences quand même qui, de mon point de vue, n'en sont pas, du point de vue d'ailleurs humain, subjectif, et non pas d'un point de vue absolu. Hein. Oui, alors le système topologique, moi je me suis accordé à, comme tous les astrologues, à essayer de faire ma sauce, ma soupe, à chercher à droite, à gauche des éléments qui soient cohérents, qui tiennent la route et qui répondent à mes questions d'un point de vue à la fois conceptuel, et pour ça j'explique pour moi l'astrologie à travers la topologie, l'ordre des planètes, leur taille, ce n'est pour moi pas neutre, et j'ai trouvé une grille qui permet d'expliquer ça, qui est l'analyse transactionnelle. Et une grille à la fois topologique et une grille de succession de la construction de la personnalité. Les phases par lesquelles va passer cette construction correspondent exactement à l'ordre des planètes. Oui. Une petite notation en passant quand même. Le mystère de la vie, enfin, s'il y a une chose respectable dans la religion catholique, et je ne suis pas bon, je suis agnostique, c'est comme ça qu'on dit? Je sais même pas comment ça s'appelle. C'est déjà une affirmation, ça me gêne. Bien. S'il y a une chose respectable dans la religion catholique, c'est la notion de mystère. La notion de mystère, c'est-à-dire qu'à un moment, la raison se tait et on sait que ça dépasse les dimensions de l'entendement humain. Bon, ça c'est vraiment un concept qui choque beaucoup de gens, les mecs, les conceptions, tout. Moi, ça me plaît. La notion de mystère me plaît. Et il y a le mystère du nom.
Mais il y a aussi le mystère de la manière même dont est découvert Neptune par Le Verrier. Jean vient de me rappeler le nom. Ce mec constate des anomalies dans l'orbite d'Uranus et se dit, s'il y a une anomalie, c'est qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Et j'ai une élève qui me disait, ah, j'ai compris, Neptune, c'est ce qui n'a pas l'air d'exister et qui influence ce qui existe. En termes conditionnalistes, on dit existence de la transcendance, manifestation de la transcendance, manifestation sensible de l'insensible, de la transcendance. Bien. Donc, Le Verrier constate des anomalies dans l'orbite d'Uranus et imagine une planète d'une masse donnée, à une distance donnée, qui rendrait compte de ces anomalies dans l'orbite d'Uranus. Il en déduit une position de Neptune. Pendant ce temps-là, en Angleterre, un autre chercheur, de manière indépendante, imagine aussi une planète, Adam, oui, d'une masse différente, à une distance différente. Les deux ont complètement faux, et sur la masse et sur la distance, et les deux ont bon à 1 degré près sur la position. Voilà, ça c'est le mystère de Neptune. On a tout compris de Neptune quand on regarde comment Neptune a été découvert. Bon, on est bien. Maintenant, pardon, oui. Maintenant, je reviens donc à l'approche topographique. Bon, on n'est pas là pour chipoter des valeurs de telle ou telle approche avec Alain, mais on a un point commun. Moi, ce qui m'a perturbé quand j'ai abordé l'astrologie, c'est que de temps en temps on me disait Jupiter c'est la plus grosse planète, donc c'est le plus gros organe, donc c'est le foie. Ok, pourquoi pas. À ce moment-là, quel est Mercure ou Pluton, la plus petite planète? À part les couilles de serin, je vois pas trop. Mais ça marche à peu près. Ce qui m'intéresse, puis à un autre moment on disait Mars c'est rouge, donc c'est le dieu de la guerre. Puis à un autre moment on disait Mercure est rapide, donc c'est l'agilité d'esprit. C'est-à-dire qu'on changeait de référentiel constamment. Ce qui est estimable dans l'approche d'Alain, comme ce qui est estimable dans notre approche, c'est qu'à un moment, on choisit un référentiel, topographique par exemple, et on choisit d'être bête. On choisit d'être bête, c'est-à-dire d'être rigoureux. Et systématiquement, de dire ce qui va être signifiant, c'est la masse et la distance à la Terre ou au Soleil, par exemple. Je ne connais pas bien ton approche. Pour nous, ce qui va être signifiant, c'est la révolution sidérale des planètes. Hein, c'est le référentiel temps. Et on n'en décroche plus. C'est-à-dire que si j'induis une signification du fait que Mercure soit la planète la plus rapide, j'induis une signification du fait que Pluton soit la plus lente, etc., que Saturne mette 29 ans et quelques à faire le tour du Soleil. Ce qui me semble nécessaire à la fécondité de la pensée, c'est un moment de décider d'être bête. C'est-à-dire on prend le référentiel temps, on prend le référentiel espace, on prend la couleur si vous voulez, je m'en fous, tout ce que vous voulez, et puis on le décline sur tous les significateurs astrologiques, y compris, et c'est là que je m'inscris un peu en faux parfois contre les conditionnalistes, je ne vois aucune raison je ne vois aucune raison de rejeter, par exemple, de dire que la lune noire n'est pas significative. Ah, je savais que ça te plairait, ça. Je sais comment te séduire, moi. Qu'est-ce qui te surprend, Jacques? Non, justement, c'est une façon de se demander, c'est une façon de se demander, une question basique, effectivement. Par exemple, puisque là, il y a par exemple les astéroïdes, par exemple, est-ce que tu penses que, parce qu'on parle de cette topologie, etc., est-ce que les astéroïdes, est-ce que tu as de bonnes raisons pour justement ne pas... Aucune. Mais les astéroïdes, c'est pas trop choquant. Monsieur Richard Pellard a écrit et réécrit c'est idiot de prendre en compte la lune noire parce que c'est un point fictif. Il y a des moments, la connerie, elle est pas fictive, hein, elle est palpable. Hein. Parce que les signes du zodiaque sont des points mathématiques. L'ascendant est un point mathématique. Aujourd'hui, où j'en suis, moi, quant à ma démarche, à ma tentative de compréhension, de modélisation de l'astrologie, finalement, je me dis que je ne prends plus en compte que des êtres mathématiques. C'est-à-dire qu'une planète, pour moi, c'est pas, je m'en fous qu'il y ait du chlore dedans, je sais pas quoi, de l'oxygène, du carbone, je m'en fous, à la limite, de son influence gravitationnelle, puisque je tiens compte de Pluton et pas de l'Arche de la Défense, comme dit l'autre imbécile d'anti-astrologue. Je prends des...
vous choisissez une place. Dans la mesure où nous avons choisi dans l'état actuel de nos connaissances, et j'ai la conviction que ce n'est pas évidemment un état d'achèvement de l'astrologie, j'ai choisi depuis longtemps d'interpréter les signes du zodiaque comme le zodiaque comme un cycle et pas comme un cercle, et chaque signe du zodiaque comme une phase d'un cycle, donc une dimension temps, avec pour ceux qui connaissent notre approche, un arc diurne, un arc nocturne, etc. Jour-nuit, enfin ce que faisait Roudiard, etc. J'ai choisi de prendre les planètes pour leur révolution sidérale. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une révolution de 3 mois pour Mercure, de 249 ans pour Pluton. J'ai choisi de prendre les aspects... Enfin, j'ai choisi, dans l'état actuel de ma démarche, de prendre tout comme dans le référentiel temps. À partir de ce moment-là, les planètes elles-mêmes ne sont que des êtres mathématiques. J'en ai rien à foutre de leur composition chimique. J'en ai à peu près rien à foutre de l'astrophysique. Quand on veut me prouver que l'astrologie marche, en me disant, vous voyez bien que le ciel influence la Terre, puisqu'il y a les marées et que le soleil est à une, on se fout de moi. C'est de l'astrophysique, c'est pas de l'astrologie. Et qu'est-ce qu'on fait de Pluton et qu'est-ce qu'on fait de Mercure? Et puis en revanche, on met pas dans nos thèmes les périodes d'activité solaire, qu'on influence sur la vie terrestre certaine, on la lit dans les arbres. Dans des êtres aussi cons qu'un arbre, on lit... Bon, dans le thème, par contre, on ne le voit pas. Je pense... Oui, c'est du pur verbiage, cher ami. Donc, tous les signifiants astrologiques, pour moi, sont des êtres mathématiques. Planète, ascendant, signe du zodiaque, aspect, lune noire, pourquoi pas. Lune noire, ça fonctionne, hein? Je sais pas si ça fonctionne... Nœud, pourquoi pas, hein, un peu moins facile pour moi. Mais lune noire, c'est facile, puisque là où j'ai la lune noire, dans mon thème de naissance, quand la lune passera sur ce point-là, le premier mois de ma vie, elle passera très très lentement. Et en revanche, quand elle passera à l'opposition de la lune noire, elle parcourra 18 degrés dans la journée. Ce qui veut dire que mon premier transit important, lunaire, si j'ai une planète opposée lune noire, ça va se passer, il va durer 50% de plus ou moins de temps que si elle est conjointe. Donc je pense que l'intégration de la planète donc dans le référentiel temps, ça fonctionne la lune noire. C'est un être mathématique qui a une implication énorme sur les premiers transits de la vie qui sont des transits lunaires pour l'essentiel. Je vois pas comment ça ne pourrait pas être significatif, à vrai dire. En restant accroché comme une huître à mon référentiel temps. Voilà, donc ça c'est un point important. Aujourd'hui, j'en suis à être physique, enfin je m'en fous l'astrophysique, je m'en fous la gravitation, je m'en fous l'électromagnétisme, je m'en fous. Tout ça, je sais que ça ne fonctionne pas pour intégrer j'allais dire l'influence, et je me suis corrigé parce que je ne sais pas s'il y a une influence, mais le sens que je donne à la position de Pluton dans mon thème de naissance. Ni l'électromagnétisme, ni la gravitation, ni les forces de l'astrophysique connues ne peuvent me permettre d'intégrer dans un tout cohérent ma conception actuelle de l'astrologie. Pas bien ça, il y a les rapporteurs on pose des questions, et les rapporteurs auxquels on pose des questions. On peut choisir l'un ou l'autre des cas. Par exemple, M. Blanchet, c'est quelqu'un à qui on pose des questions, qui ne posera pas de questions, mais on lui pose des questions. D'autres personnes peuvent au contraire interpréter. Claire Henriot voudrait vous poser une question. Oui, vous pouvez vous mettre un peu en arrière, Raymond. Bon, alors, moi je réagis au fait que tu dises que tu n'as rien à foutre de l'astrophysique, de la gravitation, etc. Parce qu'en fait, moi ma démarche, c'est justement de trouver une cohérence qui permette, qui justifie tout autant l'astrophysique, les connaissances physiques et astronomiques actuelles. Et je suis désolé, mais avec l'approche SORI-RET, ça colle très bien. Enfin, c'est la démarche que j'ai suivie. Je pense que le référentiel temps, c'est seulement le référentiel relation, justement. Donc, si on distingue le sujet, si on distingue l'objet, et qu'on vit toujours dans la relation, et je voulais revenir sur ce que tu disais justement à propos de l'intégration, parce que ça, c'était très beau, et je voulais rajouter que c'est justement la dimension où le sujet, l'objet vivent une relation qui s'intègre dans une dimension plus grande. Donc le référentiel d'intégration, c'est celui qui nous fait changer d'échelle. Et c'est celui et c'est par là, c'est par ce changement d'échelle qu'on peut admettre que l'ordonnance du système solaire, qui est une unité cohérente, en fait, a une dimension qui nous inclut tous, êtres humains qui vivons sur Terre, et c'est peut-être notre seul point commun, c'est d'être des terriens, des êtres humains terriens. Bon,
la première échelle supérieure, c'est donc la Terre dans le système solaire. Donc ça nous relie de manière logique et absolument pas qu'on ne peut pas vraiment contredire par l'astronomie. Ça confirme au contraire les connaissances astronomiques et physiques actuelles de la démarche astrologique qui se fonde sur l'ordonnance du système solaire. On retrouve cette ordonnance à l'intérieur de chaque unité de vie cohérente, que ce soit notre propre vie, que ce soit la vie des cellules, que ce soit celle des galaxies. À toutes les échelles, finalement, on la retrouve. Après, juste une anecdote de rapport d'échelle que j'ai capté hier. Si le système solaire fait la dimension d'une pièce de 1 centime d'euro, notre galaxie, la Voie lactée, mesure la dimension de la France. Et il faut 100 000 ans à la vitesse de la lumière pour traverser la France. Dans ces cas-là, c'est pourtant juste l'échelle supérieure. D'autres personnes veulent interroger Monsieur Blanchet. Monsieur Alaïs, vous n'avez rien à dire sur ce débat justement entre Marie Delclos. Interroger le monsieur. Je trouve que le système, le référentiel temps, c'est très intéressant et naturellement, il est incontournable, mais on n'a pas parlé de l'espace. Alors j'aimerais bien qu'il me parle de l'espace par rapport à son référentiel temps. Encore une fois, hein, faut pas se méprendre. Hein, je pense pas. Bon, allez, je ne pense pas que l'astrologie soit une connaissance révélée. Et je pense que c'est un savoir, je me garderais bien de dire une science, une connaissance en devenir qui n'est pas achevée. Donc j'ai bien pris la précaution de dire, moi, je réussis à mes propres yeux à penser quelque chose d'à peu près cohérent. Aujourd'hui, en prenant le référentiel temps, mais j'aimerais bien, ma chère amie, vivre encore quelques années pour pouvoir envoyer chier ce que je dis aujourd'hui et dire, ah merde, je disais ça il y a 5 ans, puis aujourd'hui je pense plus comme ça. Hein, donc ça c'est clair. Important parce que je crois que c'est un préambule important. Elle te titille ou elle te toutouille? Comment est-ce qu'on peut considérer nos prédécesseurs, disons, de l'Antiquité, qui ignoraient un nombre d'éléments? Moi, ce qui m'a toujours interpellé pour les gens qui avaient adopté, depuis 2 siècles, il y a une question que j'aimerais qui me paraît fondamentale, c'est une question en tant enfin, le rapport c'est un peu la querelle des anciens et des modernes, si vous voulez. C'est-à-dire comment quelqu'un qui s'intéresse à Uranus, à Neptune, à la Lune noire, à des astéroïdes, quel regard porte-t-il sur les astrologues de l'Antiquité? Comment travaillaient-ils ces gens-là qui avaient le malheur d'ignorer ces nouveaux éléments qui pourtant étaient là, mais qui n'avaient pas intégré dans leur conscience? Et deuxième question un petit peu reliée à celle-là, est-ce qu'à partir du moment où on découvre de nouvelles planètes, il faut repenser la signification des anciennes planètes? C'est-à-dire, quel rapport entre l'ancien et le moderne? Comment nous modernes on juge nos anciens, et comment on est prêt soit ce qu'ils ont mal formulé par ignorance, voilà. Ton rapport avec la tradition historique, par exemple quelqu'un qui aujourd'hui est habitué à Neptune Pluton, qu'est-ce qu'il va penser de ces premiers astrologues? Le fait que Newton n'avait pas imaginé le graviton n'invalide pas son approche de la gravitation. De même, moi il y a longtemps, je crois qu'il y a très longtemps, en tant que plutonien du Sagittaire, que j'ai dépassé les notions de vrai ou de faux. Il y a très longtemps, il y a 20 ans, j'enseignais l'astrologie en disant, évidemment, ce que je vous enseigne, j'ai le sentiment que c'est mieux que ce que je vous enseigne pas, sinon je vous enseignerais autre chose. Mais je dirais pas que ce que je vous enseigne est vrai et ce que vous enseigne Hadès est faux. Je vous dirais que dans ma prétention, Hadès a un récepteur grande zone et moi j'ai un récepteur modulation de fréquence. Donc je capte plus de graves. J'ai une bande passante plus large et plus barge aussi d'ailleurs. Et j'espère qu'avec un outil astrologique amélioré, comme j'espère qu'il sera amélioré dans 10 ans, dans 20 ans, on aura plus de graves, plus d'aigus, moins de parasites, plus de nuances et plus d'émotions donc.
comme tout appareil de musique, a une plus large bande passante. Donc là, franchement, on va pas rentrer dans une approche. C'était des cons. Enfin, Newton n'était pas un con par rapport à Einstein, quoi. Et les théories d'Einstein sur la gravitation universelle, ne contredisent pas l'approche de Newton. Elles l'englobent, elles la dépassent, etc. Là, je crois franchement qu'on fonctionne à la limite. Je pense qu'à un moment, il y a une astrologie avec Soleil-Lune, quoi. Et ça fonctionnait. Après, avec les 7 visibles, c'est comme ça qu'on dit. Aujourd'hui, avec pour les mecs un peu réactionnaires comme moi, avec 9 planètes. Pour Jean Billon, avec je sais pas combien. Je vois pas trop la pertinence de la question, quoi, à la limite. Enfin, il me semble, je vois pas pourquoi on aurait une démarche différente dans le savoir astrologique par rapport à un savoir astronomique, par exemple, où on découvre d'autres choses. Après, t'as un deuxième, je te donne le micro, Jean, oui, t'as un deuxième élément, c'est vrai qu'ayant une approche systémique, donc, où, comme le disent par exemple, on dit chaque mot du langage n'a de sens que par différence avec tous les autres mots. Hein, on est bien d'accord, c'est un peu je pense qu'effectivement, la découverte de nouveaux signifiants astrologiques me permet, voire m'oblige, de repenser Saturne. Saturne qui était la planète conçue comme aux confins du système solaire avant les découvertes des transsaturniennes. C'était le grand mal, quoi. Comme enfin, tout bêtement, c'est un peu qu'on le repense, c'est que ça se fait. Saturne, il y a un siècle, c'était le grand mal, c'est la maladie, la pauvreté, gna, gna, gna. Aujourd'hui, c'est Pluton, quoi. Enfin, c'est l'étranger, quoi. C'est l'étranger. Saturne, dans notre représentation du système solaire, était le confin, l'étranger. Hein. Aujourd'hui, c'est Pluton. Si demain, nous intégrions à notre approche astrologique une transplutonienne, ça nous obligerait à repenser Pluton, qui ne pourrait plus être pensé, tiens, allons-y comme ça. Pluton, c'est le passeur. Hein, en mythologie, c'est le passeur, Caron, Pluton et compagnie, comme chante Brassens. C'est-à-dire qu'il est aux limites d'un monde, et donc il est au contact d'un autre monde. Il est aux limites du système solaire, et donc au contact d'une dimension, d'un système de système, comme disait Jacob, c'est-à-dire d'un système à l'échelle duquel le système solaire lui-même n'est qu'un grain de sable, quoi. Un peu comme notre système solaire, à l'échelle de la galaxie, n'est qu'un grain de sable. Bien. Si on intègre dans notre approche astrologique une transplutonienne, Pluton, dans le système, n'a plus ce rôle-là. D'être aux confins de notre système et l'ouverture vers un système englobant. Ça nous oblige à repenser ça. J'espère que ça ne terrorise aucun d'entre vous. Hein. Mais mon cher ami, il y a quelque chose d'assez paradoxal, parce que si ça nous oblige à repenser... Bernard Blanchet, vous parlez en quelle langue? En breton, je sais pas. Bon. Ah bon, d'accord. Est-ce que ça signifie, si je le pose dans tes retranchements, est-ce que ça signifie que, à partir du moment où on découvrirait une transplutonienne, ce qu'on aurait dit sur Pluton serait invalidé, ou alors que Pluton ne joue ce rôle de passeur que tant qu'on n'a pas découvert au niveau du savoir astronomique une planète au-delà de Pluton, et que pour l'instant, c'est bien Pluton qui joue ce rôle-là. Non, je veux dire qu'il y a des statuts c'est-à-dire qu'en fin de compte, Pluton, tant qu'on n'a pas découvert une transplutonienne, ou supposé qu'on n'a pas trouvé deux, joue un certain rôle, et puis dès lors qu'on va en découvrir une, on s'apercevra que c'est plus le cas. Donc la signification de Pluton, elle va évoluer à travers les âges. Moi, je pense que Bernard veut dire qu'on relativise. On met pas tout en l'air, on relativise, hein. Prenons l'exemple de Saturne. Donc Saturne, à une époque, la mort, le temps, etc. Toutes choses qu'aujourd'hui on pourrait, dans une certaine mesure, basculer sur Pluton. Dans l'approche astrologique que nous avons, que nous qui sommes, on va dire, issus du conditionnalisme, Saturne reste la planète qui, dans le monde sensible, nous sensibilise à l'invisible. Donc, traditionnellement, on parlait du squelette, on parlait de la structure qui se cache, etc. La structure qui se cache sous le monde du sensible, quelque part. C'est ça, le chercheur saturnien, qu'il soit ascète, qu'il soit chercheur scientifique. Donc, il y a eu un décalage. À un moment, Saturne était
le passeport vers l'invisible, comme l'est Pluton aujourd'hui. Et aujourd'hui, Saturne, c'est ce qui, dans l'expérience sensible, m'ouvre à l'invisible. Donc c'est un décalage. C'est pas dire c'était faux avant. Je reviens à ma métaphore de la bande passante et de la hi-fi, quoi, ou de la modulation de fréquence. Il y a un moment, je chantais bien qu'il y avait des graves là. Puis il y a un moment, dans les graves, je distingue différentes fréquences, quoi. On pourrait parler d'un relativisme, de la décidification. Mais je pense que oui, enfin, je vois pas de rupture majeure entre le savoir astrologique et d'autres savoirs. Donc c'est-à-dire, on va dire qu'ils s'approfondissent, on va dire où t'entends, il y a des ruptures sémantiques, il y a des ruptures épistémologiques, puis il y a un moment, la découverte de 3 transsaturniennes représente forcément une rupture épistémologique dans la pensée astrologique. Il nous oblige, nous invite et nous permet plutôt de repenser l'ensemble, mais sans que le savoir d'aujourd'hui crétinise les approches du passé. Cela dit, oui. Il y a 2 personnes, il me semble, qui voulaient prendre. Non, il a fait un geste. Si, le monsieur là. Je voulais juste rappeler ce genre de rupture justement qui oblige à changer de référence. En fait, l'idée que dit Bernard là, c'est qu'il y a une grille de lecture, mais qui en fait cette grille n'est pas une prison. Donc elle est évolutive, quoi. Et on a un bon exemple de ça avec un événement astronomique qui a été sous-estimé par beaucoup d'astrologues aussi. C'est la découverte de Chiron, qui a été concomitante à celle du satellite de Pluton. Et on n'a pas vu la portée que ça avait dans la conscience collective scientifique. C'est-à-dire qu'en fait, on découvre en même temps Chiron, c'est-à-dire un bout de caillou dans le ciel, donc quelque chose qui ne fait pas partie de la structure admise par les astrologues, et que les astronomes estiment ne pas être non plus une planète. Hein. Tout le monde est d'accord là-dessus. Donc on a une grille de lecture, qu'elle soit astronomique d'un côté ou astrologie de l'autre, où tout le monde est d'accord, donc ça baigne, c'est le grand consensus. Et puis on découvre Chiron. Certains disent faut l'introduire. Et alors ce qui est rigolo, c'est qu'en même temps qu'on découvre Chiron, on découvre que Pluton est 2 fois plus petit qu'on le croyait, puisque le halo qui entourait sa vision à la lunette astronomique était dû à la présence de Charon, là, ou Charon, non c'est Charon plutôt, qui tourne autour. Et donc on a un corps qui est beaucoup plus petit que ce qu'on le pensait, beaucoup plus densifié et beaucoup plus donc à ce moment-là, ce qui n'a pas été dit par personne, parce qu'on ose difficilement sortir d'un référentiel. Là, un référentiel, c'est un confort, donc on va pas en sortir parce qu'on a établi toutes nos connaissances avant dessus. On n'a pas envie de passer pour un con, donc on garde son bon vieux référentiel plutôt que donc. Alors moi, je suis plutôt du côté, ne mettez pas le vin nouveau dans des vieilles outres. Donc, s'il faut changer l'outre, on change de référentiel, quoi. Donc, et le fait, mais ce qui est marrant, c'est que ces 2 découvertes aient lieu en même temps. C'est-à-dire qui commande là-haut pour nous faire découvrir en même temps Chiron et en même temps cet événement-là. C'est-à-dire qui nous indique par cet événement que Pluton perd sa catégorie de planète et qu'il était en fait un astéroïde. Alors la bonne blague, si on l'avait dit dès le départ, personne ne l'aurait mis dans les calculs. Le problème, c'est que tous les astrologues l'ont déjà mis dans les calculs et ils savent que Pluton, ça marche. Donc on a un truc tout petit qui est très loin et puis qui fonctionne dans les calculs. Donc on s'est gouré. C'est pas la taille. Et on a donc toute une partie de l'astrologie qui explique l'astrologie par la taille, qui dégringole, enfin qui s'enfonce doucement dans les sables mouvants de l'histoire ancienne de l'astrologie. Et je pense que c'est comme ça que ça évolue petit à petit, c'est-à-dire par des mouvements de conscience où les découvertes nous obligent à reconsidérer ce qu'on croyait, mais ça ne veut pas dire que ce qu'on croyait était idiot, ni que les anciens étaient des imbéciles, ça veut dire que, c'est comme je disais ce matin avec les couleurs, où est-ce que vous placez le rouge orangé si vous avez que cette couleur à placer? Vous êtes obligé de le placer dans le rouge ou dans le orange, mais si vous donnez une gamme de 24 couleurs, vous pouvez très bien mettre un rouge orangé, un rouge orangé, si vous voulez, voyez. Et donc là, je pense que plus on avance dans la topologie du système solaire, plus en fait on peut intégrer des nouvelles données, à condition de savoir les ranger correctement, de garder quand même la discipline de se donner une grille de lecture. Parce que sans grille de lecture, plus on va en rajouter, plus on va perdre des pédales, quoi. Moi, si j'utilise l'astéroïde, pour reprendre j'utilise Proserpine. Alors Proserpine, pour ceux qui ont Auréas, j'utilise Corée en fait. C'est ce qu'ils appellent Corée. Enfin, moi, j'estime que Proserpine, c'est Corée, c'est ce que Robert Amblin avait défini comme Corée.
Non, mais parce qu'il y a des... Oui, c'est pas l'astronomie, c'est tout à fait, ouais, c'est autre chose. Mais il y a des éphémérides, c'est des éphémérides fictives qui ont été sorties, et c'est vrai que quand on commence à travailler avec, alors que c'est fictif, qu'il n'y a pas encore été découvert de corps existants à cet endroit-là, eh bien, on constate qu'on peut utiliser ce point qui fonctionne. Et à ce moment-là, on va... Alors, j'utilise pas du tout les définitions que donne Robert Amblin parce qu'il s'est trompé. Il a mis trop de Pluton dans son... Il a versé trop de Pluton dans son Proserpine. C'est une planète beaucoup plus féminine que ça, beaucoup plus souple et qui est d'ordre RO. Et quand on l'utilise, on s'aperçoit qu'on est obligé de modifier les explications qu'on a sur Pluton. C'est-à-dire que les contenus de Proserpine enlève, décortique. On est obligé de mettre ce qu'on mettait, de même avec Cérès et Mercure, c'est pareil. On est obligé d'enlever des aspects qu'on. Je suppose que ça oblige à repenser certaines autres planètes. Voilà, à chaque fois, on est obligé de repenser celles qui englobaient, comme le rouge orangé a englobé la couleur rouge. Enfin, on est obligé après, si on rentre dans les détails, de redéfinir la couleur pure. Si par exemple, on étudie Cérès, là, qui est un astéroïde qui est existant, lui, eh ben, on est obligé d'enlever toutes les caractéristiques trop vierges qu'on donnait à Mercure et de voir qu'elles étaient plutôt attribuées à Cérès. Et voilà. Donc voilà comment il faut pratiquer, je dirais, l'augmentation de découvertes astronomiques à l'intérieur de la grille de lecture astrologique. Voilà. Enfin bon, c'est une proposition. Oui, monsieur, votre nom, Oui. Voilà. Bon, pour moi, il y a une grande différence entre l'astrologie et une discipline scientifique. Parce que dans l'astronomie ou la physique, ils savent mieux que nous ce que nous ne savons pas. Et je regrette ça énormément parce que souvent, dans l'astrologie, j'ai le sentiment que l'astrologue, qu'il essaye d'expliquer tout. Il n'y a pas, quelque part, un terrain plus ou moins bien défini où on ne se connaît pas. Par conséquent, lorsque on découvre une nouvelle planète, ou un phénomène comme la Lune noire, qui n'est pas un phénomène nouvel, parce qu'on peut aussi parler de marche noire, si vous voulez, ça fait un effet comme, maintenant il faut partager le gâteau, pas avec 7, mais par 8, ou par 9, ou par 10. Ce qui implique une redéfinition des anciennes structures. N'est-ce pas? Donc, au premier lieu, je dirais, il vaut mieux définir ce que nous ne savons pas. Deuxièmement, sur le problème de topologie, je pense que la découverte d'une nouvelle planète, Sedna, qui sort du système mythologique connu, devrait nous inciter, au-delà du merveillement dont vous parlez, quand même d'essayer de rationaliser qu'est-ce que ça veut dire si on sort maintenant des anciens symboles grecs. Et si quelqu'un peut m'indiquer où il y a peut-être des éphémérides préliminaires sur Sedna, je serai très heureux de le recevoir. Merci. Moi, je ne le sais pas. Vous avez des éphémérides? Oui. Oui, Père Henriot voulait se mettre. Non, mais allez-y, de toute façon, c'est pas grave. Alors, je reviens sur Proserpine mais dans la continuité du débat. Alors, je reviens sur Proserpine, qui en fait, donc, il est avéré que c'est effectivement une planète fictive, puisque en fait, au-delà de Pluton, on découvre de multiples cailloux, Sedna, Kawar, etc. Et que, en fait, par rapport à la signification astrologique de ce Proserpine, ce serait plutôt effectivement un féminin pluriel qui correspondrait bien à la réalité astronomique de ce qu'on découvre tous les jours, puisque tous les jours on découvre de nouveaux, enfin j'exagère peut-être tous les jours, mais on ne cesse de découvrir de nouveaux corps au-delà de Pluton. Et je voulais dire aussi, justement, à propos de ce Pluton et de Saturne, enfin, que justement une ordonnance logique, structurelle, comme celle du RET qui définit Saturne comme étant l'existence, la transcendance de l'existence, pardon, c'est-à-dire que on part de notre réalité existentielle pour découvrir quelque chose de plus complexe, donc qui va nous amener à découvrir
à la porte de cet autre référentiel qui est Pluton. Pluton, c'est effectivement le passeur, on change de référentiel, et quand même astronomiquement Pluton, qui est parfaitement, apparemment les astronomes ne remettent pas en question la fonction Pluton, quand dans toutes les représentations actuelles du système solaire qui sont divulguées partout, il y a Pluton, ça bouge pas, et les représentations des orbites, etc. Pluton avec son charon, qui a quand même la particularité unique avec la Terre d'avoir un seul satellite, sauf que ce qui les différencie, c'est que la Lune tourne autour de la Terre dans le même sens, dans le même temps qu'elle tourne sur elle-même dans le même temps qu'elle tourne autour de la Terre, alors que dans le couple Pluton-Charon, c'est Pluton qui tourne sur lui-même dans le même temps que son satellite, mais à lui tourner autour. Ce qui indique bien qu'on change de référentiel, on renverse les valeurs, et que maintenant qu'on est rentré dans cet autre monde, eh ben, on n'arrête pas de découvrir d'autres mondes. Au début, on voyait que celui-là, parce qu'on arrive juste. Et maintenant, on en voit de plus en plus. Et cette notion de proserpine, moi, ça me fait vraiment penser à un féminin pluriel, qui est vraiment l'inverse de notre masculin singulier dominant. Ça, je trouve ça... Bébé veut vous répondre. Donc je vous rappelle que dans la littérature conditionnaliste, on me qualifie de renégat, de transfuge, de je sais pas quoi, enfin j'oublie les mots. De traître. Terme que j'assume complètement, notamment quand je t'entends parler, Claire. Et pourtant t'es mignonne, hein, ça me fait chier de te dire ça. Hein. Notamment quand je t'entends parler, parce que tu me dis, mais enfin il y a une structure logique, c'est évident. Mais tu te rends bien compte que ta logique, c'est une logique, pour parler dans votre langage de conditionnaliste, strictement de la représentation. C'est-à-dire de l'image mentale, de la manière dont on ordonne nos perceptions du réel. Et que moi, je me souviens avoir entendu à une époque, Jean Billon s'en souvient, ben, il y a 12 signes, 12, et donc il doit y avoir 12 planètes, 12 aspects, 12 tout, c'est logique. Et tu tiens le même discours, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu me dis, le satellite donc de Pluton, tout ça démontre bien que ça démontre rien. C'est la manière dont toute logique est une représentation mentale et n'est que cela. Comment les conditionnalistes qui me font vraiment chier, décidément, peuvent-ils avoir la prétention d'avoir la logique intrinsèque, cachée, ultime du réel? Alors que eux, vous, comme moi, comme le premier symboliste qui est à cette table, etc., ont une représentation mentale évidemment logique, puisque l'esprit humain aspire à une logique, mais qui est une logique des représentations, pour parler dans votre langage. Et ça me perturbe que vous ayez à la fois formulé ça pour... Vous me rappelez les psychanalystes, quoi. Les psychanalystes, je prends Jacques Lacan, il dit toute connaissance a fonction de mes connaissances. À fonction de mes connaissances. C'est-à-dire, tout ce que je sais me sert d'abord à ignorer quelque chose. Et ils vont dire, c'est vrai pour toutes les connaissances, sauf pour la psychanalyse, qui elle n'a pas de refoulé. Et vous faites la même chose. Vous dites toute représentation est partielle, toute représentation n'est qu'un artifice de l'esprit, un interfac, sauf la nôtre. Nous, avec le RET, mon vieux, on a touché le cœur du réel, on le tient, on l'a découvert, comme dirait Jacques Albrun. Vous manquez, vous conditionnalistes, singulièrement d'humilité par rapport aux possibilités actuelles de l'entendement humain. Voilà. Et dans ton discours, ça transpire de partout. On a la logique du système, tu me dis. Moi, j'en sais rien. On a une logique qui exclut... Enfin, vous avez, nous avons, je m'en branle. Une logique qui exclut la possibilité d'une transplutonienne. Tant et si bien... Mais complètement. Mais la logique d'une transplutonienne, c'est le féminin pluriel. C'est pas une, c'est plusieurs. C'est beaucoup. Une innombrable. Ok. C'est ça, tout simplement. Donc... Pardon ? Oui, parce que moi j'aimerais bien que quelqu'un me parle de l'espace. Ah, l'espace. Je n'ai pas répondu à la question de... Non, c'est que tu étais intervenu, Jacques. Oui. Merde. Marie, je me souviens plus exactement quelle est ton approche de l'astrologie. Ouais. Donc c'est clair.
Et je comprends la question de Marie. Ben, je te parie que je l'explique. Non, mais attends. Soit on a une approche spatiale de l'astrologie, et à ce moment-là, Marie a raison, faut prendre le zodiaque sidéral, c'est-à-dire faut prendre les étoiles. Soit on a une approche du zodiaque, on va dire. On va simplifier, on va garder que le zodiaque pour l'instant. Il est évident que le bélier, quand on le définit à partir du point vernal, les 30 premiers degrés de l'écliptique, etc., il est évident que ça n'a pas de signification spatiale. Il est évident que cette zone de l'espace n'a pas de signification particulière. Puisqu'en plus, le système solaire tourne autour de la galaxie, tout ça n'est jamais dans le même espace. Donc soit on a une approche spatiale, et Marie a raison, il faut aller au zodiaque sidéral, les étoiles étant des repères de l'espace, soit une approche chrono, je sais pas quoi, une approche chronos, une approche temps, et à ce moment-là, elle va dire oui, le bélier, c'est quand l'arc diurne est égal à l'arc nocturne, comme pour le zéro balance, c'est que l'arc diurne, le jour quand c'est le soleil, mais l'arc diurne pour toute autre planète, devient supérieur à l'arc nocturne. C'est-à-dire on est bien dans le référentiel temps. Donc je peux pas trancher, moi. Moi, je ne crois pas à l'espace. Je ne crois pas à l'approche spatiale parce que je n'y crois pas. J'ai même pas travaillé ça. Mais le débat est là. Si vous avez une astrologie spatiale, c'est-à-dire si vous croyez que 30 degrés ont une signification particulière en tant que zone de l'espace, il faut aller au zodiaque sidéral. Je vois pas pourquoi il faut les séparer, mais enfin, s'il y a quelqu'un qui a levé la main là-bas. Le problème n'est pas de tenir compte, de prendre en compte telle ou telle chose, le problème c'est de savoir l'interpréter après. Hein. Ce que je voulais simplement dire, c'est que le problème n'est pas de savoir que les choses ont une signification, on fait partie d'un tout. Le problème c'est de savoir lui donner une signification. Par exemple, si je prends une analogie, avant d'apprendre à lire, on est dans les petites classes, on apprend à compter les tables de multiplication, après on apprend à résoudre des problèmes plus compliqués, après on fait des intégrales triples, tout ce que l'on veut, après on fait comme Monsieur Cohn, on invente des choses. Le problème, donc, c'est pas incompatible qu'il y ait quelque chose de spatial, enfin, au sens, disons, des astres, des étoiles, quand on sort du système solaire, etc. Mais pour l'instant, déjà, quand on aura déjà bien compris comment, à l'intérieur, de bien compris le symbolisme qu'il peut y avoir à l'intérieur de notre système solaire, déjà je trouve que ce sera pas mal. C'est tout ce que je voulais dire. Le reste, bon, entre l'espace, le temps dont vous parliez tout à l'heure, en fait c'est la même chose. Le Kepler ne feront que dire ça. Donc, je veux dire, je pense pas qu'il y ait une différence entre espace et temps, sauf peut-être au niveau du processus interprétatif après, ce qu'on veut leur faire mettre derrière. Peut-être une approche par le côté temporel va donner un certain éclairage, un côté par le côté spatial va en donner un autre, etc. Et tout ça devrait nous amener à comprendre une idée globale, d'avancer un peu plus. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais un professeur de physique qui nous disait, de toute façon, la connaissance, c'est comme un ballon. Tout ce qu'on connaît, c'est à l'intérieur, mais au fur et à mesure que vous soufflez dans le ballon, vous voyez que tout ce qui est à l'extérieur est beaucoup plus vaste, beaucoup plus complet, beaucoup plus complexe. Alors, soyons humbles et essayons de comprendre. Voilà ce que je voulais dire. Je suppose que vous avez tous lu la tétrabible de Ptolémée, et je voudrais vous en relire un petit passage. Non. Quant à ce qui mérite d'être su, nous ne l'omettrons pas, à savoir qu'il est convenable à la raison que les commencements des signes soient comptés à partir des points des équinoxes et des solstices, en partie parce que les auteurs l'ont clairement enseigné, et surtout parce que nous voyons à partir de nos observations antérieures que les natures, les forces et les familiarités des planètes prennent leur cause des commencements des solstices et des équinoxes et non d'ailleurs. Bon, j'ai encore un petit paragraphe. En effet, si nous établissons d'autres commencements où nous bannirons les signes des jugements,
où nous tromperons si nous les voulons comprendre, vu que les espaces du zodiaque, desquels les signes prennent leur force, sont retournés en arrière. C'est-à-dire cette dernière phrase, c'est pour moi une clé. Le zodiaque tropicaliste, il a raison dans une certaine mesure pour la vie terrestre de ne pas tenir compte de la précession des équinoxes. Et deuxièmement, ces signes du zodiaque tropique prennent leur force du zodiaque sidéral. C'est-à-dire qu'il tenait compte des deux Ptolémées. Alors, je pense qu'il faudrait laisser la parole à Claire Henrion. Elle voudrait intervenir sur cette question de référentiel. Ah oui, voilà, c'est dans la continuité en fait. Monsieur Blanchet, nous vous remercions. On ne va pas polariser la commission sur les questions, donc on va essayer de faire parler d'autres personnes. Donc après Claire Henrion, on va passer à la question avec Monsieur Guillon, avec Julienne Mulette, sur la question des astéroïdes notamment, et Monsieur Alaïs aussi. Alors on va donc allez-y. Donc dites-nous ce que vous avez à dire sur. Propos de l'espace, je viens prendre dans la continuité de ce que vient de dire Raymond. Oui, pour moi, les constellations sont le décor du zodiaque. Et le décor, il change. Le zodiaque, c'est la scène. Et c'est effectivement, bien sûr, la vie de la Terre autour du Soleil, définie par les équinoxes et les solstices. Ça polarise le pôle Nord, le pôle Sud, suivant des phases qui sont très bien décrites par le zodiaque conditionnaliste, d'une manière structurelle, mais qu'on retrouve, et on retrouve cette structure à travers tous les mythes. Après, justement, l'intérêt, c'est peut-être de décrypter la structure à travers les différents mythes, les mythes eux-mêmes, nous parlant de ce qu'exprime la culture à laquelle ils appartiennent, et donc peut-être de la géographie, tout simplement, qui est vécue par les êtres humains qui font partie de cette culture. Alors, l'espace, je reviens à l'espace. Pour définir un espace, ça se définit dans un référentiel. On vit dans un espace-temps. C'est-à-dire qu'un espace, on va faire, c'est une représentation ponctuelle, donc on va être en référentiel objet, on va représenter un certain référentiel. C'est-à-dire que ça va être un référentiel topocentrique, soit ça va être un référentiel géocentrique, par exemple celui qui va prendre le plan de l'équateur terrestre comme référence. Donc on va voir la sinusoïde du Soleil au cours d'une année, là, dans ce référentiel-là, qui décrit le zodiaque d'une manière objective, purement. On peut ensuite, avec le temps, ça fait rentrer intervient avec le temps, le sujet qui vit cette dimension intervient, donc on va rentrer dans ce qu'on représente en astrologie, notre thème, c'est-à-dire un être humain vivant dans un espace topocentrique donné à la surface de cette planète. Donc on va déjà faire entrer l'interaction entre la dimension topocentrique et la dimension géocentrique, et ensuite on resitue tout ça dans la dimension de la réalité des choses qu'on n'appréhende pas directement par nos yeux, puisqu'on a mis du temps à découvrir l'héliocentrisme. Et c'est là le référentiel intégration. Bon, enfin là, je suis en train de vous développer un petit peu ce qui a été ma démarche, qui s'appelle le Sorias. C'était juste pour dire qu'un espace se définit dans un certain référentiel, et qu'il faut toujours savoir de quel référentiel on parle quand on parle d'un espace, et que ça va se définir par des coordonnées x, y, z, latitude, longitude, distance, azimut, hauteur. Enfin, selon le référentiel, les termes changent. Voilà. Bon, je vais passer donc la parole à Jean Billon pour parler de l'héliocentrisme, c'est ça? Oui, attendez, pour parler de... Oui, attendez, on va y arriver, mais moi, je voudrais savoir... Je voudrais poser une question, Claire Henrion. Est-ce que l'astrologie a besoin du zodiaque pour exister? Est-ce qu'on peut concevoir une astrologie non zodiacale? Le zodiaque, c'est la vie, il n'y aurait même pas... Je veux dire, le zodiaque, ça exprime, c'est notre façon de... Je reprends le micro. Oui. Je crois que le zodiaque, son origine étymologique, c'est zoon, être vivant. Ça traduit la vie d'une entité de vie à quelque échelle qu'elle soit, que ce soit nous, que ce soit la Terre, c'est le cycle de la vie. Ça décrit le cycle de la vie d'une entité de vie à n'importe quelle échelle finalement, parce que qu'on étudie la cellule, qu'on étudie les galaxies, on retrouve toujours ce cycle, et qu'on peut toujours le formuler avec quand on a intégré
la structure, parce que bon, ma formation conditionnaliste m'amène à penser toujours en termes de structure. C'est ce que je trouve intéressant dans les démarches conditionnelles, c'est que justement on s'abstrait de la représentation. Évidemment, on va toujours, du moment qu'on parle de quelque chose, qu'on montre quelque chose, on passe par une représentation. Non, ma question c'est, le zodiaque, quand on parle de point vernal, quand on parle de zodiaque, on parle de saison. Est-ce qu'on a besoin, pour étudier le parcours des planètes, comme disait notre ami, le problème de Saturne ou de Jupiter, c'est pas le même problème que le problème du Soleil ou de la Lune au niveau de bon, est-ce qu'on a besoin absolument, j'entends bien absolument, de se référer à un référentiel, de se référer au cycle saisonnier, de prendre comme point de départ d'un processus astronomique le cycle saisonnier qui n'est pas du même ordre. Qu'est-ce que Saturne a à voir avec le zodiaque, par exemple? Qu'est-ce que Saturne qui est à quel rapport, par quel processus va-t-on Eh bien alors, essayez, mon cher Christophe. Ah oui, faut pas bloquer sur les saisons. Attention, les saisons, c'est comment, dans notre référentiel relation, se traduit la polarisation nord ou la polarisation sud. Mais qu'on soit à Sydney ou à Paris, le bélier, c'est toujours le bélier, c'est quand l'hémisphère nord commence à être éclairé davantage que le sud. Et c'est peut-être ça qui va être... Est-ce qu'une astronomie de Saturne a besoin de se référer aux saisons? Oui, parce que ça... Non, mais c'est pas... Dans le référentiel temps, en fait, qui est utilisé par la plupart des astrologues contemporains, la réponse est très simple. Quand vous dites que le Soleil entre en Capricorne, par exemple, ça signifie que les jours, là c'est un phénomène saisonnier, bien sûr, que les jours vont être extrêmement courts et les nuits très longues. Tout le monde sait ça. Et en Cancer, c'est l'inverse. En Gémeaux, les nuits sont courtes et le Soleil reste au-dessus de l'horizon très longtemps. Saturne, c'est exactement la même chose. Quand on dit que Saturne est en Capricorne, ça signifie que Saturne va tout simplement passer plus de temps sous l'horizon que sur l'horizon. Et quand on dit que Saturne est en Cancer ou en Gémeaux, ça signifie que Saturne va passer dans la journée plus de temps au-dessus de l'horizon que sous l'horizon. On a là la même logique, le même référentiel et une cohérence parfaite. Alors moi, je ne sais pas... Non mais Jacques, t'as évidemment raison. T'as évidemment raison, parce que je sais ce que tu penses. Évidemment qu'on peut faire de l'astrologie sans tenir compte du zodiaque. Évidemment qu'on a pu faire de l'astrologie avec les phases solilunaires, point final. Ou, pourquoi pas, avec le cycle Jupiter-Saturne, point final. Ou avec des étoiles fixes, par exemple. Ah, là, j'aurais une autre approche. Comme référentiel, comme point de repère. Est-ce que, par exemple, le repère qui constitue le point vernal est, dans l'absolu, plus pertinent que le repère que je peux par exemple accorder à une étoile fixe? L'épi de la Vierge, par exemple. Bon. Est-ce que c'est plus pertinent et de quel point de vue c'est plus pertinent? Parce que c'est une question qui actuellement se pose au XXIe siècle dans l'école stellaire. C'est-à-dire que le problème de la précision des équinoxes est un problème qui est dépassé à un certain niveau, parce que si on étudie le rapport planète-étoile fixe, il n'y a pas de question de précision des équinoxes. On peut étudier des aspects entre deux corps, un corps plus ou moins fixe et un corps mobile, et le débat sur zodiaque, quel zodiaque, etc., est un débat qui est dépassé. Peut-être une piste, quand on monte les thèmes à l'anglo-saxonne, Rudyard comme Jones ont, en shootant complètement le zodiaque, simplement utilisé le dessin planétaire et les configurations planétaires, en donnant un sens qui est remarquable dans l'interprétation. C'est pas autre chose, il s'agit bien de ça, sauf erreur de ma part. Il y a tout un courant de l'astrologie mondiale, notamment aujourd'hui, qui ne se préoccupe pas du tout du zodiaque, qui se préoccupe des cycles planétaires entre deux planètes. Quand on étudie le rapport entre deux planètes, on n'a que faire du zodiaque. Oui, effectivement, il n'en demeure pas moins qu'on vit sur Terre et que d'abord, moi qui travaille l'héliocentrisme depuis 20 ans, je suis le premier à dire que le géocentrisme et plus précisément le topocentrisme, c'est-à-dire littéralement l'étude de la vie du sujet d'abord là où il atterrit sur la Terre en parachute, est quelque chose d'évident à prendre en considération. Et que donc de ce point de vue-là, le zodiaque, effectivement, photo périodique des conditionnalistes, dans la façon dont il est présenté, est évidemment
une idée qu'on peut considérer aujourd'hui comme faisant partie de la science de base, dans ce qui nous intéresse, nous. Il n'est pas très difficile de l'améliorer quelque peu pour ceux que ça intéresse, en considérant d'un point de vue topocentrique maintenant un peu plus et non pas simplement géocentrique, le point occupé par le sujet sur la Terre, à savoir la latitude à laquelle il vit. Nous avons effectivement un exposé du zodiaque photopériodique selon un modèle moyen et applicable moyennement à l'humanité moyenne, ce qui est tout à fait pédagogique et logique. Ceci étant, un sujet vivant à l'équateur et puis le Finlandais qui est à 50-55 degrés de latitude nord n'aura évidemment pas le même vécu, et y compris d'abord dans son corps physique, puisque la réactivité ne sera pas la même. Et ceci n'est pas que secondaire, au sens où l'on dirait les Finlandais sont préprogrammés pour la Finlande et les Noirs pour l'Équateur. Je veux bien, sauf qu'aujourd'hui, il y a des Blancs de latitude tempérée qui vont aller vivre plus au nord, des Noirs qui vivent, etc., qui changent également de latitude. Bon, donc, les incidences de l'évolution de la vie sociale sur la compréhension et la considération des énergies et des influences, avec une extrême diversité de vie qui vient maintenant, cela est à prendre en considération, et c'est un aspect très très intéressant. À cet égard, du point de vue d'abord non pas du grand espace, mais du micro-espace que constitue notre planète la Terre, ça vient, bon, effectivement, des États-Unis depuis maintenant 20 ans, 15, 20, 25 ans, peu importe le détail. Celui qui a d'ailleurs superbement travaillé là-dessus nous a déjà quittés alors qu'il aurait encore été jeune. Bref, c'est l'astrocartogéographie. Il est expérimentalement prouvé aujourd'hui, de manière très percutante, que la relocalisation a du sens, non pas qu'elle nie toute valeur racine au thème original, bien au contraire, mais elle le module, elle le modifie, et c'est tout à fait important. Ce qui ne veut pas dire qu'on puisse forcément aller acheter un billet de loterie au point de la planète qui nous soit soi-disant le plus gracieux ou le plus jupitérien. Ça, c'est pas évident parce qu'il se peut que le destin parfois ne le veuille pas. Bon, ça c'est au niveau de l'espace. En ce qui concerne le grand espace, en général, jusqu'à présent, maintenant, le débat a été polarisé sur tropique ou sidéral, le 0 degré du Bélier ou bien le point stellaire du ciel susceptible d'être pris en référence. Ce débat étant déjà d'ailleurs bien complexe, Régulus par rapport au signe du lion, l'épi de la Vierge par rapport à la césure Vierge-Balance dans le zodiaque, la question de la définition précise et technique de la précession des équinoxes, il y a au moins 5, 8 et 10 versions. On a une version totalement différente selon qu'on étudie essentiellement l'histoire des cultures et des civilisations, selon qu'on étudie les constellations stellaires telles qu'elles sont définies précisément par l'Union astronomique internationale, et on obtient des écarts de 150, 200 à 250 ans dans les datations. Bref, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, l'ère du Verseau. C'est pour dire c'est un sujet complexe. Enfin, la commission suivante. Oui, bon, oui, ok. D'accord, bon. Et ceci étant, bon, en ce qui me concerne, ma première intuition, parce que je fonctionne plus personnellement par le vide que par le plein, et c'est alors que, en général, quelques petites idées parfois, par le plein, c'est tellement rempli que ça déborde. Et donc, il m'a été donné plutôt de percevoir cela d'une façon sensiblement différente. À la base, identiquement, le système solaire tropique, effectivement, qui demeure, et à mon humble avis, demeurera encore longtemps sur la Terre, un référentiel racine, indispensable à connaître avant de s'élever à d'autres niveaux de lecture qui s'emboîtent les uns dans les autres, tels des poupées russes gigognes. On a encore un mental très carré qui dit le bon, le bien, le mal, etc. De qui parle-t-on? De quoi parle-t-on? En quelle époque sommes-nous? On ne peut pas interpréter, comme on disait tout à l'heure, un rayon planétaire selon qu'on est au début du siècle, au milieu, à la fin. Bon, c'est un non-sens total. Pluton, toute la magie aujourd'hui de tout ce qui se découvre au-delà, à côté, autour de Pluton ou dans sa garde-robe ou bien dans son fond de tiroir. Bon, tout ça, évidemment, nous désarçonne quelque part par rapport à la lecture manichéenne initiale, le Pluton Hadès terrifiant, enfin qui ne pouvait être génial que pour une personne sur X, et puis assez diabolique, assez triste pour l'immense majorité, et diabolique pour une certaine minorité. Bon, on est en train de sortir de tout ça, tout comme de Saturne, Chronos, la faux, etc., parce que tout simplement la conscience commence à lire de l'intérieur, à ressentir, à recevoir le rayon planétaire, et à le découvrir du dedans. Bon, rapidement, en ce qui concerne les plans, je considère qu'il y a des plans, et le prochain zodiaque qui sera, à mon humble avis, étudié d'une manière, disons, modestement pré-scientifique, expérimentale, n'est pas
n'est pas le zodiaque sidéral, rien n'est à lui enlever, puisque c'est déjà étudié de toute façon, ça va être le zodiaque galactique. C'est le plan majeur structural supérieur qui nous correspond au-delà de notre entité système solaire. Le système solaire, c'est hyperstructure, c'est Saturne, quelque part au niveau symbolique. Et du point de vue symbolique, on peut une image astrologique que tout le monde peut comprendre, par rapport à notre système solaire, la table, là, plane, eh bien, la galaxie, c'est à 90 degrés. Le zodiaque galactique, c'est uranien. Bon, c'est une autre lecture qui viendra au bénéfice des prochaines générations qui sont branchées maintenant, troisième plan, Uranus-Neptune, et nous pas simplement comme nous, la majorité d'entre nous, notre monde, niveau 2, Jupiter-Saturne, socio-économie, l'espace-temps du réel, physique, économique, etc. Bon, au-delà, et c'est logique par plan, au-delà de la galaxie, le niveau supérieur, c'est le local galactique, et qui est tout simplement, c'est très facile à résumer, une inversion à 180 degrés par rapport aux positions qui sont les nôtres. C'est-à-dire que bon, le zéro bélier, si on prend la galaxie, ça se situe maintenant dans les derniers degrés du Capricorne, en direction du cœur de la galaxie, à environ 26 degrés, bon, du Sagittaire, pardon. Donc, la frontière Sagittaire, oui, voilà, Capricorne, dans le langage tropique. Et en ce qui concerne notre amas local de galaxies, c'est-à-dire notre région programme à nous, un peu comme la France, nous, dans l'Europe, si l'on veut, eh bien, c'est exactement le contraire, c'est à environ zéro balance. Et alors, quid du sidéral dans tout ça? Eh bien, le sidéral est une sorte de synthèse de tout ça, synthèse, hypersynthèse. Et ce qui ne voudrait pas dire que ça, on atteigne là un niveau tellement métaphysique, méta-humain, méta-historique et méta tout ce qu'on veut, que ça serait absolument non signifiant. D'ailleurs, cela est prouvé très bien en utilisant non pas le zodiaque et l'astrologie sidérale, même classique, mais une technique qui vient aussi en ce qui concerne les premières expérimentations des États-Unis et qui s'appelle tout simplement en 3 mots, par exemple en dynamique, la révolution solaire tropique précessionnelle, c'est-à-dire le retour du Soleil à son point de départ anniversaire calculé non pas lorsqu'il occupe le même degré, minute et seconde de l'éclictique, mais lorsqu'il se situe exactement dans le même alignement qu'une étoile référencée. Et alors, la différence est minime, 50 secondes et quelques centièmes, bon, mais qui cumule très très vite et qui fait qu'à 36 ans, l'ascendant, enfin le point milieu du ciel se trouve, du thème classique annuel, se trouve par exemple tout simplement exactement à l'opposé, à 180 degrés. Alors évidemment, quand on interprète, ça peut poser question. La question c'est de quoi parle-t-on? Il n'y a pas un bon point de vue et un autre. Ça c'est le mental manichéen dans lequel on est encore tous proto-historiquement. C'est la révolution solaire tropique va nous parler, c'est très précis, du temps terrestre. Quand on étudie du point de vue dynamique les résonances harmoniques entre les angles du thème sur le plan individuel, l'ascendant, le sujet qui se lève, sa dynamique comportementale, le couchant de l'année, de la vie, de la journée dans cette année-là, le fond, les racines, comment je me sens à 10h minuit, ça fonctionne d'une manière très naturelle et très performante. Les valeurs de temps dans la chronobiologie annuelle, circadienne et annuelle sont données comme information dans les révolutions solaires tropiques classiques que pratiquent 95,5% des astrologues. Et alors, quid de la révolution solaire, qu'on va appeler pour simplifier sidérale, et de quoi ça nous parle? Eh bien, ça nous parle tout simplement de l'espace, c'est-à-dire de ce qui se passe si je me projette dans l'espace. Et l'information est bien évidemment différente. Un amas en maison 3, un amas en maison 12, ça ne fabrique pas effectivement dans les cellules de l'être la même information. Ça ne nous autoprogramme pas du tout de la même façon en ce qui concerne notre fonctionnement dans la vie, jusqu'à certains choix que nous allons faire. Et c'est là qu'il est important justement de maîtriser un minimum, on ne demande pas la Lune ni le Soleil, un minimum la compréhension des outils que nous utilisons, dans la mesure où si l'outil est neutre, l'usage ne l'est certainement pas. Et sa qualité d'usage va dépendre en grande partie justement de la subtilité de notre compréhension. Pour ce qui concerne la question de la topologie radiale, bon, personnellement, pour résumer très vite, je considère qu'à l'heure actuelle, il y a en gros 2 modèles effectivement majeurs dans l'explication, enfin dans le descriptif et explicatif du système solaire, qui sont celui bien connu de Jean-Pierre Nicolas, et l'axe, basé tous les deux sur l'axe radial du système solaire, et ensuite la dynamique cyclique, et l'autre est l'étude pondue en 1974, il y a 30 ans maintenant, anniversaire aussi, idem le MAU, par Daniel Vernet, un très puissant informaticien, polytechnicien, etc.,
aujourd'hui exilé, entre guillemets, migré aux États-Unis. Bon, et bon. Ce que je. Pardon. Effectivement, en 1974, Daniel Ederner avait obtenu le prix. On avait décerné au congrès du Méridien en 1974 un prix, le prix Morane-Villefranche à Daniel Vernet. Ouais. Et vous remarquerez que cette année, on parle encore une fois de prix. Alors, bon, rapidement là-dessus. La lecture du système solaire, c'est très compliqué. Maintenant, on ne sait plus combien on est, bon, etc. Bon. Alors, moi qui, le premier, travaille avec une banque de données, parfois à 8000 corps, les jours où je suis fatigué, je travaille avec 6 points. 6, c'est pas même pas 7, s'il le faut. Bon, là, je fais semblant de plaisanter, évidemment, un petit peu, il faut bien quand même. On n'est pas là pour s'ennuyer. À savoir, 3 couplages qui nous donnent à peu près l'essentiel de l'être humain fondamental basique, l'être humain individuel, l'être humain social et l'être humain transpersonnel. Tout est dit dans les 6 points fondamentaux du système solaire qui forment 3 couples de relative, vu de loin bien sûr, de relative égale morphologie et mon couple à l'évidence, le Soleil et la Lune, diamètre apparent égal pour nous, Jupiter et Saturne, tout le monde connaît, Uranus et tout le monde connaît, et Uranus et Neptune, pardon, tout le monde connaît aussi a priori. Je n'ai au fond de moi jamais cru à la considération trilogique, trinitaire, absolue, entre guillemets, telle que certains l'ont très vite présenté et modélisé dès qu'on a commencé à spiritualiser l'astrologie en disant Uranus, Neptune, Pluton. J'ai toujours perçu quelque part quelque chose à découvrir au-delà de Pluton dans le système solaire ou dans sa périphérie. Je l'ai même écrit, je me suis permis de l'écrire, avec une anecdote onirique qui plus est. Un petit coucou avec Neil Mikkelsen, l'américain, dans un rêve, une nuit, bon, ça a été écrit il y a 15 ans, qui me disait il y a encore 3 ou 4 planètes majeures à découvrir dans le système solaire. 3 ans après, j'allais à New York, le pied par terre à peine, j'achète Sky and Telescope, le mensuel américain de vulgarisation scientifique, et rubrique annonce astronomique, découverte de la première planète trans-neptunienne identifiée, trans-plutonienne identifiée, qui, à l'heure d'aujourd'hui d'ailleurs, 1992, 13 ans plus tard, n'a pas encore été baptisée. Bon, et que moi je baptiserais Ecology, tout simplement. Bon, c'est une autre Ecology. Bon, c'est une autre question. Et oui, mais ouais, enfin bon. Alors, oui, bon, depuis 50 ans, depuis 100 ans, en France et en Navarre et ailleurs, et aux États-Unis, en Allemagne, en Hollande et ailleurs, on a quelques rares chercheurs ont étudié effectivement l'invisible, essayant de pronostiquer, soit historiquement, mathématiquement, philosophiquement, etc., tel ou tel autre corps éventuel, bon, et en continuant à regarder l'astronomie. Bon, c'est en 1992 que, d'un point de vue objectif de l'information, cela s'est opéré. Un corps quelconque, très banal évidemment, absolument ridicule, de 200 km de diamètre. Bon, bref, toujours est-il qu'il y a là une question. Aujourd'hui, 13 ans plus tard, nous en sommes, c'est l'information scientifique actuelle, immédiate, à peu près 800 corps découverts, dont 800 corps découverts, dont à peu près 3 catégories. Rapidement, il y a, bon, nous avons Uranus, nous avons Neptune, et nous avons ce qu'il y a derrière, Pluton, enfin, bon, etc., et la poussière, bon. Et alors, la catégorie principale, c'est ce qu'on peut appeler, pour faire de la mysticoscience, l'aura de Neptune. Neptune, 164, 165 ans, les points situés au-delà de Neptune, dans une résonance de 3 sur 2, c'est-à-dire qui tournent en 2 révolutions lorsque Neptune en fait 3, ceci donc nous donne des cycles d'environ 300 ans, 280, 300, 320, grossièrement plutôt dans le plan de l'écliptique, comme les planètes majeures du système solaire, et disons circulaire, sur une orbite circulaire, telles les planètes géantes gazeuses, et la Terre, et Vénus parfaitement, etc. Bon, et bon, c'est le corps principal, non pas forcément le moins intéressant, mais bon, et homogène, où on n'est qu'au début des découvertes. Mais maintenant, avec le progrès des caméras CCD, et bientôt télescope sur la Lune, ça va venir, Hubble qui va changer de manteau, etc. Bon, bref, c'est pas demain qu'on va s'endormir tout de suite. Et deuxième groupe, très facile à retenir, les Ploutinos, tout simplement, c'est tout bête là vraiment, parce que ce sont des comme Pluton, entre guillemets, au sens où la région est la même,
Le cycle est à peu près le même, 2 siècles et demi. Grossièrement, l'inclinaison aussi, 10, 15, 20, 25, 30 degrés, bref, bon. Et ils sont à peu près 2 fois moins nombreux, bon. Et 3 baptisés à l'heure actuelle. Dans les Neptuniens, 4, on peut en dire quelques mots brièvement tout à l'heure. Monsieur, ça devient très long, là. Vous avez vu, jusqu'à présent, on avait une discussion très animée. Ouais, bon. Là, effectivement... C'est de la formation, oui, ben, on a demandé de la formation, oui, bon. Comment? Oui, non, ok. C'est pas le but. Oui, je sais. Oui, non. Vous avez bien vu qu'on ne peut pas se concentrer comme ça. D'abord, il y a une accumulation d'informations qui est assez lourde. Oui, bon, ok. Mais... Désolé de vous le dire, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Ou bien on vous pose des questions. Ben oui, mais je veux bien, mais personne ne pose des questions, c'est tout, j'attends. On ne peut pas vous interrompre. Bah non, bah ok. Non, bah j'arrête. Non, mais... ben voilà. Non, mais... Non, mais il apporte des réponses avant qu'on pose des questions. Oui, ça va bien, c'est intéressant. C'est ça l'intérêt. Alors, on ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Et il y a un mot, la troisième catégorie, c'est quoi? Oui, bon, bah ok. Bon. Alors, donc, je voudrais que le temps passant, n'est-ce pas, on a aussi des contraintes de temps, n'est-ce pas? On est dans un monde social, on a des contraintes de temps, on n'est pas uniquement en train de raconter des trucs. Alors, quand même. Non, mais je veux dire, regardez, est-ce que quelqu'un a des questions à poser sur ce qu'a dit M. Billon? Oui, j'aurais voulu savoir quelle était la troisième catégorie. Oui, moi aussi. Troisième catégorie. Bon, troisième catégorie, bit. Non, là. Je te mets les volumes ici. La troisième catégorie, c'est des corps très éloignés, tellement éloignés qu'ils sont classés corps diffus. Bon, simplement, les premiers ont été découverts avec des cycles de 500-600 ans. 2 tristement spectaculaires répertoriés conjoints 1-2 degrés du soleil du crash du World Trade Center à New York, des cycles de 900 ans et 1100 ans. Bref, alors a défrayé la chronique récemment la découverte d'un corps aux 3/4 aussi gros que Pluton, aux 3/4 quand même, pour la première fois dans l'histoire, Sedna, du nom de la déesse des océans dans la mythologie inuite, et dont le cycle se situe aux alentours de 11 000 ans environ, donc qui est intéressant à observer dans la période actuelle de l'histoire. Bon, voilà. Et, bon, mais je donne pas d'exemple, bon. On a eu assez de doses. Piquer votre identité. Je suis à peu près complètement néophyte en astronomie, mais il a été question, à un moment donné, pour les trans-plutoniennes, de parler de planètes, ou plutôt de planètes, qui rayonnaient autrement que physiquement, c'est-à-dire dans les gammas notamment. Oui, non mais tu m'excuses. Oui. Ah, dans le détail. Non, ça a pas. Le rapport entre la dématérialisation et passer à un niveau énergétique n'a pas d'intérêt d'après vous. C'est pas le sujet. Excusez-moi. Le pouvoir aux femmes. Bon, moi, oui, je trouve que à propos on a entendu parler tout à l'heure du zodiaque galactique. Les gens se sont complètement déconcentrés avec cet exposé. C'est une espèce de... Voilà, on va essayer d'avoir un rythme beaucoup plus accessible pour tout le monde. Là. Alors moi, je reviens à mon référentiel spatial. Donc, il n'est pas question de supprimer le référentiel temporel, mais ce que je voulais dire par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, on a parlé de l'astrologie galactique, mais ça existe déjà, puisqu'il y a eu le livre de Robert Guirand et Francine Mercier qui s'appelle Traité d'astrologie galactique, qui simplement se superpose pratiquement exactement au zodiaque sidéral, c'est tout. C'est-à-dire que ça donnerait une légitimité au zodiaque sidéral, puisqu'il s'agit de 2 plans qui se croisent, tout comme le plan de l'horizon et le plan du zodiaque pour les maisons, le plan de l'équateur et le plan du zodiaque pour le zodiaque tropical, et pour le zodiaque sidéral, le plan galactique et le plan du zodiaque. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On va passer au sujet suivant, c'est-à-dire, Jacques Elbron. Je pensais que M. Billon allait nous parler des astéroïdes, parce que c'était un sujet qu'on avait avancé. Apparemment, on n'a pas entendu un mot de ce sujet en 10 minutes ou un quart d'heure de prise de parole. Donc je vais demander à ce moment-là à Madame Mulette de nous
quel est l'usage qu'elle fait des astéroïdes. Et il y a deux personnes ici, Jackie Alaïs et Jean Billon, qui sont concernés. On va essayer de rattraper le temps perdu. Could you ask me that? Could you ask me that in English? The question is the asteroids are used more in individual astrology than in mundane astrology. As I understood well, it is before all a way to deepen the knowledge of the person. To have a deeper knowledge, understanding of the life of the person. This is the use of the asteroids? What is the, no. For what are the use of the asteroids useful? The asteroids, yeah? The asteroids are used in personal astrology and mundane. They deepen any kind of astrology. But the asteroids are interesting because they're tiny little details that one wouldn't expect to see. You know, we like to think as astrologers that we can make precise predictions. I don't like to think that because I don't think that's our job. But what amazes me is that the asteroids do give us very precise. Oui. Mm-hmm. De l'existence. Je ne sais pas si vous avez la même idée de à quoi peuvent servir les astéroïdes. Je nuance simplement en disant que les premiers découverts ont quand même une valeur de base de structure. Cérès, l'emploi, Vesta, le foyer, la maison, l'habitat, sont des choses précises et simples que tout le monde comprend. Junon, le mariage ou la vie conjugale ou la vie commune. Maintenant, Pallas, la vie sociale. For the first asteroids, it would agree with you for the mass of the asteroids. So the first asteroid discovered at the beginning of the 19th century, he thinks that they have the same basic role as the other planets. I'm not sure. I'm not sure whether Ceres and Vesta and the other big asteroids really have any different effect at all. They were just found first, and they're bigger, perhaps. But can I give just a few examples of? Right. For instance, when the Oklahoma City bombing occurred in the United States, at the moment that it hit, the asteroid Fanatica was immediately overhead in Oklahoma City. Now that's mundane astrology. You see it in a lot of court cases also. Simpson, O.J. Simpson. Simpson was rising when he was sentenced, which put him in control of things. I was bitten once by a spider, and the asteroid Arachne. Pluto was on my Arachne exactly. Now, Pluto has a 240-year cycle. So, are asteroids so important? I don't think at the moment when we... Okay. Okay. Oh, okay, that's like asking a doctor if using an MRI or using any of the new inventions which allow us to see right inside the body is important. You know, oh, are we just going to look at the liver and the heart and the lungs and the limbs and say, aha, that's the basis, that's all we need to do. It's in...
encore plus dans le détail. Mais alors, peut-être, mais on a les spécialistes en médecine, même en astrologie. A new student can't study the asteroids because they're not going to understand them, and it's too much. It's too much. Oui. Oui. C'est pour l'économie qu'on fait la guerre. C'est pas sociologique savant que de dire ça ici aujourd'hui. C'est écrit noir sur blanc, c'est très précis. Et il y a numerous points like that. Oui. Very easy to learn in his chart. Oui. Right, and this also answers Jacques' question about whether you can only use the asteroids in personal astrology or also in astrologie mondiale. Oui? Mondaine is mondiale? Oui, oui, c'est ça. Oui. Yeah. When we study the chart of such and such president, we wouldn't call it exactly Mondan astrology, although it has, of course, influence. Mondan astrology is not connected necessarily with the chart. It is a cycles. Cycle. Pourquoi pas? But it's just a matter of definition. For us, there is a lot of I take a chart of the United States and its president to see what Mm-hmm. Yeah, because it affects the whole world. Look at how George Bush has affected the whole world. The Oui. method of using charts or using other systems is important. It is not the same. Astronomy in the framework of cycles. I don't speak about how to apply it, but we have an astronomy which has its own logic and is connected with cycles, and we have another astrology which is connected with the natal chart. Now the problem here of who is for what chart. Okay, we do make this difference apart from the fact that you can apply the natal chart to the president of the republic. But these are branches of astrology, and they're specialties. Can you use asteroids in the system of the cycles? Yes. From the natal chart. This is the question. Yes. Another use of the asteroids is in synastry, and there I find it utterly amazing. For instance, when my son Noah was born, his ascendant is 0 Capricorn. No, that's wrong. No, that's right. Yeah, and I'm born with the asteroid Noah at 0 degrees of Capricorn. I didn't know about it because he was born before we discovered it. Yeah. Yeah. And I have another one with the names as well. Everyone in... Yes. Oui. Mm-hmm. And there are asteroids for astrology as well. And I have one of the asteroids for astrology exactly on my sun. Yeah. 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 Merci. Vous nous résumez les points les plus importants du débat et nous allons voter sur les points qui nous ont paru les plus importants et qui méritent que l'on signale. Oui, d'accord, mais on verra par la suite. En aparté. Donc, vous pouvez isoler 5 ou 6 grandes... Bon, attendez, on verra par la suite. Hein. On va d'abord régler les problèmes de base du fonctionnement de la commission. Donc, il s'agit pour Marie Delclos, qui n'a pas pris la parole, de nous faire un peu un bilan de ce débat et d'apporter des éléments qui ont pu paraître et puis de donner aussi son avis éventuellement sur les questions les plus intéressantes. Déjà un avis indicatif sur ce qui lui a paru le plus intéressant et qui donc va déjà influencer en quelque sorte le vote qui va suivre. Alors, on a démarré par le nom des planètes et leur place dans le système solaire et le référentiel majeur utilisé par l'ensemble des astrologues. Le référentiel majeur sur lequel tout le monde semble à peu près d'accord, semble-t-il, est le système temporel, c'est-à-dire les cycles. De ce point de vue-là, on pourrait dire qu'il n'y a pas de voix discordante par rapport à ça.
L'autre problème, c'était est-ce que on doit utiliser la mythologie avec les divinités grecques? Apparemment, il n'y a pas de problème non plus, ça n'a pas l'air de gêner personne. Donc simplement, ce qui est ressorti de l'ensemble, c'est que au fur et à mesure qu'on découvre de nouvelles planètes, on doit faire, disons, une révision par rapport aux données précédentes, mais qu'il n'y a pas de bouleversement radical, simplement une révision et une modulation, je dirais une relativisation d'un certain nombre de choses au fur et à mesure qu'on avance vers les profondeurs du système solaire. Après, on a posé la question sur la question du référentiel spatial. On a eu beaucoup de mal à y arriver parce que on est reparti sur tout un tas d'autres éléments. Et donc, on est reparti en particulier sur les astéroïdes. Alors, les astéroïdes, ce qui semblerait résulter de l'ensemble des études sur les astéroïdes, ce serait que ça donnerait des détails au niveau de l'interprétation. En particulier, plus les astéroïdes sont nombreux, puisque c'est une question, et plus ils donnent des détails sur la vie qui ne sont pas inintéressants, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce qu'ils peuvent être utilisés au niveau médical, dans l'astrologie médicale. Ensuite, on a posé la question de savoir si les étoiles fixes pouvaient être des référentiels au moins aussi pertinents que, par exemple, les points équinoxiaux et solsticiaux. Il n'y a pas eu vraiment de discussion là-dessus, parce qu'on a dévié très rapidement. On s'est mis tous d'accord sur l'importance du topocentrisme, que on doit placer l'homme dans l'espace et dans le temps. Et à partir de ce moment-là, la plupart des astrologues ici présents se servent des cycles planétaires et de la distance des planètes par rapport à nous. Alors, par rapport aux nouvelles découvertes, par rapport donc on a classé 3 catégories, l'aura de Neptune, c'est-à-dire les points situés au-delà de Neptune et qui tournent en 2 révolutions quand Neptune en fait 3. Ces astéroïdes tournent dans le plan de l'écliptique et sur des orbites circulaires. La deuxième catégorie, c'est ce qu'il appelle les Plutinos, donc qui sont autour de Pluton. Leur révolution est la même que celle de Pluton de 2 siècles et demi, l'inclinaison est la même, ils sont 3 fois moins nombreux. Et la troisième catégorie, ce sont les corps les plus éloignés, qui sont des espèces de corps diffus, dont les cycles sont de 500 à 600 ans. Mais pour le moment, apparemment, sur le plan interprétatif, on n'a pas grand-chose. En fait, ce qui nous a été donné comme élément intéressant au niveau interprétatif, c'est Julienne Mulette. Bien, écoutez, alors nous allons et ça sera d'ailleurs peut-être l'occasion de compléter par des rapides prises de parole. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent, bon, on va encore quelques, on va faire un rapide tour de table avant le vote. Est-ce qu'il y a des éléments de réaction par rapport au rapport de Madame Delclos, des choses qui n'ont pas été dites ou qui n'ont pas été, ou alors Bon, j'ai les choses. Étant donné que c'est pas le but forcément du colloque de trop donner d'informations sur les astéroïdes, tout ça, plutôt de donner des pistes de recherche et chacun peut retrouver les ouvrages. J'avais juste envie de rebondir sur la double dualité que j'avais donnée ce matin et qui peut se servir très très pratiquement à ce niveau-là, c'est-à-dire la dualité verticalité-horizontalité. Et puis la dualité structure-évolution. Je pense que tous les outils dont on parle peuvent être classifiés comme ça dans un espèce de mandala en quatre parties, dont une est un peu analogique à la Terre, qui est structurale et horizontale à la fois. Je pense que c'est justement le zodiaque et puis ce qu'on peut appeler la roue de médecine, c'est-à-dire l'espace nord, sud, est, ouest, où on peut ranger les planètes. Donc ça, on dirait que c'est un modèle de rangement, je pourrais dire. Hein. Le zodiaque est un modèle dans le temps, et l'autre est un modèle dans l'espace. On a 2 modèles de rangement en astrologie. J'essaie de classifier. Ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est d'essayer de classifier les outils astrologiques dont tout le monde dispose et dont je joue un petit peu à sa manière, en privilégiant un outil plutôt qu'un autre, sans forcément savoir pourquoi on le privilégie. Donc
au niveau structural, il y a ça. Au niveau horizontal aussi, si on prend cette fois non pas l'aspect structurel mais l'aspect évolution, on a tous les outils astrologiques des genres des maîtrises ou les aspects, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre du mental et qui nous permet en fait c'est l'analogie, les analogies qu'on fait entre du point de vue mental entre différentes couleurs d'aspect, couleurs d'affinité vibratoire en fait entre par exemple une planète et un signe, etc. Donc ça c'est un domaine. Et cette fois si on passe dans la verticalité, on a un aspect qui est lui aussi évolutif dynamique, c'est justement l'étagement des planètes dans le système solaire, c'est-à-dire ce qu'on a appelé tout à l'heure les cycles dans le temps. Et c'est-à-dire que plus on en découvre, plus on voit qu'il y a des cycles très très longs, mais ça implique là de mettre un ordre là-dedans, et ça nous parle ça d'évolution, je dirais, d'évolution de l'humanité dans l'ensemble. À chaque fois qu'on découvre une nouvelle planète, toute l'humanité est en train de changer à ce moment-là, comme par hasard. Donc ça c'est un aspect évolutif plutôt vertical. Et puis on a un quatrième aspect donc qui est l'aspect donc vertical, mais cette fois structurel. Et là, c'est pas vraiment un outil astronomique, mais c'est astrologique. Je veux dire, c'est qu'est-ce qu'on fait du corps vibratoire de l'être humain, c'est-à-dire du corps éthérique. Quelles sont les planètes qu'on classe dans le corps éthérique, soit les chakras, soit pour certains les méridiens, voilà. Et là, c'est un aspect, je dirais, qui est là, on parle de structure, c'est-à-dire de niveau fréquentiel, mais d'un point de vue verticalité également, parce que cette organisation interne n'est pas directement matérielle, elle a trait avec des taux de vibration de l'individu. Donc, je pense que ces quatre modèles-là qui rentrent dans un mandala qu'il faut pouvoir bien regarder pour savoir quand on recherche les outils astrologiques de quoi on parle. Par exemple, Jacques parlait tout à l'heure, il est très intéressé à l'évolution humaine, donc il privilégie beaucoup les outils qui sont du côté évolution, au point par exemple, non mais j'explique. Quand par exemple au niveau structurel, tu dis on peut enlever les zodiaques, pourquoi pas, ça montre ta passion pour l'autre bord qui est le bout évolutif effectivement, parce que le zodiaque ça fait depuis la nuit des temps qu'il est là et il a une structure stable, alors que les cycles eux-mêmes parlent directement de l'évolution qui concerne l'humanité, la société et tout ça. C'est pas du tout comme ça que j'ai évalué, au contraire. Non mais moi je propose voilà. Pour moi le référentiel planète, stèle, étoile, il est antérieur en fait au référentiel zodiacal. Donc, enfin je veux dire c'est pas exactement ça, mais je veux dire le référentiel zodiacal il a existé au niveau du Soleil-Lune, donc au niveau de la vie, du calendrier, etc. Mais quand on a commencé à mettre en place l'étude des planètes au-delà du cycle annuel, c'est-à-dire des planètes comme Jupiter et Saturne, à mon avis, on n'a pas commencé immédiatement par les référencer au zodiaque, mais on les a référencés aux étoiles fixes. Donc, pour on parle de couple, eh bien, on a créé par analogie, sur le plan systémique, on a créé par analogie avec le Soleil et la Lune qui était en rapport avec le zodiaque, on a créé un couple Saturne-étoile fixe qui était d'une autre temps, qui au lieu d'être enfermé dans le système annuel et saisonnier, était dans une chronologie beaucoup plus longue, celle de 30 ans, celle de 7 ans, etc. Donc on a créé par analogie un autre système qui s'est mis en place. Et par la suite, les deux systèmes on a créé un système hybride, c'est-à-dire que les deux systèmes, le système solilunaire et le système Saturne-étoile, ont été mélangés en une seule et même astrologie, tout comme dans le thème natal. Le thème natal est un mélange entre une astrologie natale et une astrologie cyclique qui a fini, notamment par le phénomène des transits, par se combiner. Donc pour moi, l'astrologie est hybride, et donc le rapport Soleil-étoile n'est pas du tout une évolution de l'astrologie, mais plutôt le point de départ de la véritable astrologie, c'est-à-dire originellement, historiquement. Je ne parlais pas d'évolution de l'astrologie, je parlais à l'intérieur de l'astrologie, l'aspect évolutif qui est justement l'aspect mouvement. C'est-à-dire que ce que je place du côté évolutif, c'est le mouvement des planètes, alors que je place du côté structure, c'est un truc comme le zodiaque qui est uniquement un rapport soleil-terre. Le zodiaque, c'est un rapport soleil-terre, mais c'est fixe. C'est une base qu'on peut repérer au niveau biologique. C'est un repère de vie, comme tu disais, voilà. C'est un repère de vie. Et c'est vital, voilà. Et c'est le principe moteur dans un stator qui fait... un moteur, c'est quoi? C'est un truc qui tourne dans un truc fixe. Si on enlève l'un des deux bouts, on n'a plus le moteur, quoi. Il faut le stator et le rotor. Vous remarquerez que M. Blanchet, tout à l'heure, au début de son exposé, s'est appuyé justement sur le caractère fictif du zodiaque, mathématique du zodiaque, mathématique du zodiaque, justement, en disant, puisque vous acceptez le zodiaque, pourquoi ne pas accepter aussi la lune natale? Donc finalement, c'est un peu l'histoire du cheval de Troie, c'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où le zodiaque est accepté par l'astrologie, il y a tout un ensemble d'autres phénomènes
il y a un engrenage qui fait qu'on est amené à accepter d'autres phénomènes du même genre. En revanche, si on ne passe pas par le processus zodiacal, si on n'accepte pas le zodiaque, eh ben, on n'est pas non plus obligé d'accepter les éléments fictifs. Voyez-vous, c'est toute une logique. C'est tout le problème. Effectivement, à partir du moment où vous acceptez le zodiaque, vous acceptez aussi d'autres choses. Vous pouvez accepter dans la même foulée d'autres choses, l'ascendant. Nom de Dieu. J'ai trouvé la réflexion de Bernard Blanchet sur la lune noire très judicieuse dans la mesure où il a apporté une explication en même temps, il ne faut pas l'oublier, une explication en disant que lors du premier mois de la vie, la position de la lune noire allait déterminer la vitesse à laquelle la lune pouvait traverser telle ou telle zone. Donc à quel moment, enfin c'est le comportement lunaire du premier mois. Et ça, les gens qui ont étudié la théorie des âges de Jean-Pierre Nicolas savent très bien ce que ça recouvre, qui, quelque part, est en relation avec la position de la lune noire dans le thème, relativement à la lune. Donc là, Bernard a en même temps donné une clé pour comprendre dans le système temporel. Quand on parle par exemple de la part de fortune, qui est un point fictif, il en va tout autrement, bien évidemment. Mais néanmoins, c'est à partir de la présence du zodiaque dans le corpus astrologique que on peut... Mais en tout cas, ça... oui, tout à fait. Mon intervention, Jacques, signifiait que dire que ce n'est pas un point matériel n'est pas, dans la mesure où on accepte le zodiaque, ou l'ascendant, ou les maisons, ou les aspects, dans la mesure donc on dit l'argument ce n'est pas un point matériel invalide, disqualifie la lune noire, n'est pas un argument valide, dans la mesure où on accepte le zodiaque, les maisons, les aspects, j'en passe. Moi, je voudrais revenir sur l'intervention de Jean Billon, et j'ai une question à lui poser. Dans une approche, donc, dans le référentiel temps, on va admettre que sont significatifs dans l'astrologie individuelle, je ne sais plus comment on dit, des significateurs célestes qui ont un cycle significatif à l'échelle d'une existence humaine. Donc, on va dire un quart de cycle Pluton, 60 ans, ça passe. Moi, ce qui me paraît décisif dans le travail de Jean Billon, et peut-être que c'est lui qui est le porteur, dans une certaine mesure, de l'avenir de l'astrologie. Je vais essayer de poser le problème. Je ne pense pas que les outils astrologiques dont nous disposons nous permettent d'être réellement performants dans une astrologie où on change d'unité de sens. Et l'unité de sens, c'est plus l'individu humain, mais c'est la population humaine. À ce moment-là, le cycle de 30 ans, 36 ans, donc Saturne-Neptune, on me disait 36 ans, l'histoire du communisme, oui ça marche, mais c'est un épiphénomène à l'histoire de l'échelle humaine. Et il y a un moment, si on veut faire une astrologie vraiment collective, j'en parlais cette nuit avec Christophe de Seine, c'est des gens comme Jean Billon qui travaillent sur le bon terrain. Ou si on veut changer de niveau de complexité, il va falloir que nous utilisions des nouveaux signifiants astrologiques qui auront des cyclicités plus significatives à l'échelle de l'objet étudié. Qu'en penses-tu, Jean? Oui, il y a un point, par exemple, qui a été baptisé Ixion, le père des centaures pour résumer, et dont le cycle est complètement emboîté dans Pluton. Il a été très vaguement pour l'instant repéré un peu à l'échelle mondiale que selon l'angle qui existe entre ces deux points-là, dont le cycle est à peu près le même, selon qu'il monte ou qu'il descend, cet angle-là, ça correspond grossièrement à des tendances majeures dans l'actualité mondiale, plutôt guerrière ou plutôt pacifique. Ixion étant la part du méchant par rapport à Pluton, considéré maintenant ni masculin ni féminin cette fois, mais neutre, disons, neutre, mais avec significateur général de l'énergie en puissance. Bon. Et donc susceptible de s'investir dans ceux qui proposent de se vivre d'une certaine manière ou d'une autre dans un certain domaine. En ce qui concerne les longues cyclicités qui sont transcendantes à l'être humain, c'est-à-dire au-delà du rayon précis exact, l'âge moyen exact aujourd'hui de la femme européenne, Uranus, 84 ans, nous avons des expériences bien sûr importantes sur Neptune, Pluton, etc. Enfin, ce qui se découvre au-delà et qui peut être très vite hypothéqué comme peu probablement intéressant à un siècle, 2, 3 siècles, 4, 5 siècles, etc., demande à être un minimum expérimenté aussi. Exemple d'actualité tout à fait chaude, pour ne pas dire brûlante, le fameux George W. Bush,
au thème d'un intérêt très moyen, voire quelconque, du point de vue de la politique mondiale ou des affaires majeures, dispose à son destin, de Sedna l'a mentionné tout à l'heure, mais même si on laisse ça de côté, parce que c'est notre rapport à la proto-histoire, pour moi ça, mais bon, on ne peut pas débattre là-dessus, eh bien, le cher cow-boy, là, dispose à son destin, à son milieu du ciel, du premier corps qui a été baptisé officiellement, après Pluton, en 2001, Varuna, du nom de l'un des 3 dieux majeurs de la mythologie pré-védique. Bref, il l'a au milieu du ciel. Et alors, dans un thème qui contient Uranus très élevé, mais tout de même une zone large du destin, milieu du ciel référentiel, dégarni, donc qui pose question. Enfin, ce point est exactement au sommet, et quid de lui maintenant? Eh bien, dans ces années-ci, uniques dans sa vie bien sûr, ce point transite la zone du Soleil à 1 degré, ou pile dessus, ou 1 degré, 2 degrés. Bon, ça c'est un constat expérimental. Un Soleil, semble-t-il, considéré comme faussement jusqu'à présent pas intéressant, because dans la maison du moine, en maison 12, qui n'est pas que la maison du retrait, qui est la maison aussi de l'ouverture extrême, comme Tony Blair, comme etc., pas mal de... Bon, voilà. Et donc, alors la résonance, comme dit Bernard, en fait, que je dirais spécifique entre les corps majeurs fondamentaux et puis ensuite les corps qu'on va classer maintenant secondaires, dont Pluton sera le grand majeur, si l'on veut, ou quelqu'un appelait ça, c'est une belle expression américaine, the king of the outer world, le roi de l'outre-monde. Bon, peu importe, chacun sa mythologie et sa poésie, mais enfin, bon, ça c'est un sujet d'étude à venir, effectivement. Quid du rapport entre, par exemple, Saturne, mettons, et Chiron. Bon, il y a quelques très rares astrologues qui ont commencé à plancher là-dessus. Alors, ça, c'est pas une généralité vaseuse, ça intéresse absolument tout le monde. C'est quelque chose, moi, que j'utilise comme ça, mécaniquement, parce que pour moi, c'est mécanique, mais dans l'étude quotidienne, Saturne, 30 ans, le cycle des générations, tous ceux qui travaillent sur le transgénérationnel, et Chiron, qui est infiniment supérieur à son caractère astronomique, tout à fait sans intérêt, en soi, et qui nous parle de la nouvelle ménopause-andropause de l'être humain aujourd'hui, destinée à vivre 2 fois 50 ans, et non pas 1 fois, et tout comme avec Chronos, 3 fois 30 ans, 90, 88 exactement, et non pas 2 fois 30. Et il y a là une question très intéressante au niveau de la conscience, quand on percute là-dessus chez la personne, au regard de ce que ça représente, entre autres, chez elle, potentiellement, quand on arrive dans la phase numéro 8 de la vie, 50-55 ans, celle où jusqu'à présent on commençait à mourir, alors que maintenant il est proposé de rêver et de ressusciter un petit peu, voire parfois beaucoup. Donc voilà, c'est un exemple. J'ai juste une petite question pour rebondir. Alors oui, l'observation dans ce qu'a dit Jean, c'est tout à fait intéressant en ce qui concerne l'astéroïde Varuna, parce que je rappelle que Varuna est un dieu qui est couplé à Mitra d'ailleurs dans les Védas, et qui est un dieu qui, contrairement à Mitra qui est un dieu solaire, Varuna est un dieu de la nuit dans la tradition, est un dieu aussi qui est porteur de sortilèges et un dieu guerrier avant tout.